Bon, on va faire l'appel. Cap. Ouais. Tony. Oui. Natacha. Oui. Vanda. Oui. Bruce. Ouais. Clint. Bon, Okai. Okai. Wow. Bonjour, soyez les bienvenus dans ce numéro spécial de Comics Outcast, aujourd'hui entièrement consacré à Avengers Infinity War. Pas besoin de vous rappeler qu'évidemment, on va spoiler, mais dans toute l'émission. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, foncez le voir. De toute façon, je pense que jusqu'à décembre, il sera au cinéma, vu le succès qu'il a. 2019. Oui, voilà, j'ai pas précisé. Donc voilà, 100% spoiler, faites attention. Ils sont nombreux aujourd'hui. Il y a, j'ai mis Grégo, mais il est pas là en fait. Il y a Adrien, Ben, Alex, Zef, Eva, Ketrus, Nivrae, Sam et moi. Hein, Eric? Wow, je pue du cul. Et Joe, voilà, c'est ça. Effectivement, tu pues du cul. C'est Joe. Ben, on va pas dire bonjour à tout le monde parce qu'on sait qu'ils vont bien. Non, j'ai connu. En fait, on est dimanche matin. Ils se sont tous claqués. C'est trop drôle de les voir comme ça. Twitter, Instagram, comme d'habitude, @comicsoutcast, le Bouya Comics Club pour parler des comics entre vous, avec nous, des séries aussi, tout ce qui sort, les expos, donc le cinéma également. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'espère que vous allez tous bien. Un petit oui général, oui, vous allez bien? Comics Outcast numéro... Comics Out... Voilà, c'est parti. On va donc parler de ce film, ce bulldozer du cinéma qui est Avengers Infinity War, ou pour les Québécois, la guerre de l'infini. Voilà. Je sais pas si on parle de Marvel, du fait que... Bulldozer, c'est blockbuster en canadien? Voilà, exactement. D'accord, c'est pour ça. Ok, très bien. C'était juste pour savoir. Mais ce film a forcément une origine, évidemment. Si vous avez suivi l'histoire de Marvel, c'est le 19e film à sortir et qui complète l'espèce d'épopée qui concernait tous ces personnages. Au nombre de combien? Vous savez combien il y a de personnages principaux, entre guillemets, dans le MCU? 70. 70, tu sais au hasard ou... Complètement. C'est ça? Je dirais une quarantaine. Quarantaine? Quarantaine, ouais. Oh, je pense qu'on trouve... C'est quand même beaucoup. C'est plus. Juste prix, le gars. C'est plus. C'est ça. On va faire un concours? Non, On fait le tir-en-lien du Putain. En plus, c'est dimanche, c'est le jour de la vitrine. À l'origine de ce film... Ça a escaladé très très vite cette émission. À l'origine de ce film, il y a un comics comme pour les 18 qui sont sortis avant, et ça s'appelle Infinity Gauntlet. Je suis pas sûr que tout le monde ait lu ce comics. Est-ce que Joe, tu peux nous en parler? Oui, bien entendu. Comme ça. Infinity Gauntlet, donc un event en 6 issues. Ouais. Ah, c'est court. Qui est sorti. Oui, mais alors. Je l'ai lu que en TPB. Du coup, je ne pourrais pas vérifier exactement avec les issues en main, mais j'avais l'impression que chaque issue était un peu plus longue que des issues habituelles. Donc un vrai event, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est assez dense, sachant que quand on parle d'Infinity Gauntlet, justement, tu dis c'est assez court parce qu'effectivement c'est un event de 6 issues, mais il faut savoir que ça prend ses racines dans l'ongoing Silver Surfer de l'époque sur une douzaine d'issues, je pense. D'accord. Que ça continue après avec Infinity War. Donc Infinity Gauntlet, finalement, c'est qu'une étape de cette immense saga qu'est l'Infinity War, on va appeler ça comme ça pour résumer. Et c'est donc une saga qui a été initiée par Jim Starlin, qui est un auteur très connu de l'univers des comics parce qu'il a commencé à bosser dans les années 70, il me semble. D'ailleurs, c'est même à cette époque-là, c'est un gros bonnet. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là, dans les années 70, qu'il a commencé à réfléchir à cette saga aux Infinity Stones chez Marvel. Il a jamais mené son projet à bien, et il n'y a que quand il est revenu chez Marvel au début des années 90, donc qu'il a réellement lancé cette histoire, ce story arc dans Silver Surfer, parce qu'en fait, quand il est revenu chez Marvel, c'est pour reprendre le personnage de Silver Surfer.
Et il a réintroduit, il a fait revenir le personnage de Thanos à l'intérieur de cet ongoing Silver Surfer, et il a embrayé avec un court event qui précède Infinity Gauntlet qui s'appelle Thanos Quest, qui résume globalement la quête de Thanos pour les pierres d'infinité, et ça suit avec des Infinity Gauntlet, donc toujours avec Starlin, illustré en partie par George Pérez, qui était aussi à l'époque une superstar des dessinateurs de comic book, et qui finalement a lâché le truc au bout de 4 issues parce qu'il était pas content, il trouvait que c'était pas très bien, donc vraiment il aurait pu attendre un peu, moi c'est nul, je me casse, et c'est Jim Lin, non pas Jim Lin, Rob c'est un autre Jim, Rob Lin, pardon. Ouais. Ils ressemblent tous ces Américains. Rob Lin qui a repris le flambeau et qui continue de porter la torche de l'illustration de cette saga dans Infinity War par la suite, et donc en gros Infinity Gauntlet c'est un peu la grande œuvre de Starlin, sa grande œuvre cosmique, même si en ce qui me concerne c'est pas forcément ce que je préfère de ce qu'il a écrit, je pense que Man of Steel par exemple c'est un peu au-dessus, c'est son plus gros récit cosmique on va dire, et c'est là qu'il se lâche complètement dans c'est en ça d'ailleurs qu'on verra que c'est là que ça diffère le plus on va dire avec l'adaptation cinématographique, c'est que c'est vraiment une saga qui se déroule dans l'espace avec avec des affrontements à la Dragon Ball quoi, si tu veux. C'est vraiment des over trucs the top, c'est vraiment over the top. Ils sont pas limités par la Terre non ils sont limités par aucune réalité. Donc voilà, c'est vraiment un très 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 gros récit, et moi je trouve ça plutôt cool. Ça rappelle un peu ça ramène un peu aux grandes heures de Jack Kirby, où c'était vraiment c'était pas des héros qui s'affrontaient, c'était des entités cosmiques, des dieux, des titans, un truc qui semble impossible à surmonter quoi. Et c'est une certaine vision du comic books aussi quoi. C'est-à-dire que dans les comic books t'as des trucs qui sont un petit peu terre à terre, t'as des héros tels que Batman par exemple qui n'ont pas de pouvoir, ensuite t'as la catégorie super héros avec les Avengers, la Justice League, et ensuite t'as une catégorie au-dessus, où là on est vraiment autant les Avengers ou la Justice League c'est des personnages auxquels tu peux éventuellement t'identifier, autant là tu sais que bon t'es hors de ta oui c'est pas un petit Spider-Man qui ira taper ce genre de. D'ailleurs il est amusant de voir comme les super-héros habituels on va dire dans le comics sont globalement peanuts quoi, c'est des pions. On se rend compte que c'est des personnages dont les dieux se servent pour éventuellement arriver à leur fin. C'est des sortes de plot device. C'est ça. Alors que évidemment dans le MCU ce sont les protagonistes principaux. Là c'est vraiment des insectes dans Infinity Gauntlet. Moi j'ai bien aimé. Alors je dois bien avouer que je l'ai lu sur le tard puisque c'était il y a 3-4 mois en gros, en sachant que le film allait arriver, je me suis dit tiens allez je vais lire un petit peu tout ça, et ça a pris un petit coup en termes de narration. C'est très très dense, il y a beaucoup de dialogues, c'est pas toujours hyper c'est intelligible, mais c'est pas toujours hyper fluide on va dire, pas hyper fin, mais en ce qui me concerne il y a cette dimension cosmique et over the top, et qui en même temps est parfois ramené à des trucs très. En fait, dans le comics, Thanos, on a un peu l'impression que c'est un gamin capricieux dont l'amoureuse veut pas lui répondre, parce que le personnage de Lady Death, qui est un personnage assez important dans le comics et qui est absent de l'adaptation cinématographique, est en gros un autre de ces êtres cosmiques, c'est la mort en fait, l'incarnation physique de la mort, qui est une sorte de grande faucheuse vêtue d'un hoodie, mais qui en fait peut aussi prendre une sorte d'apparence humaine, c'est un peu la femme fatale de l'hyperespace, on va dire ça comme ça. D'accord. Et Thanos il est croque-love d'elle, et elle le mène un peu par le bout du nez. Et dans le comics c'est assez rigolo parce que t'as donc ces affrontements de dieux, ces conflits galactiques, et tout ça c'est juste parce que la mort elle veut pas faire un bisou à Thanos quoi. C'est assez rigolo, donc c'est ce qui crée une sorte de comics un peu ambivalent, qui joue sur plusieurs tableaux, avec de l'humour, mais avec aussi des passages très noirs, très sombres.
Et c'est assez cool. C'est vraiment de la pop culture pure et dure, quoi. D'accord. Donc c'est à recommander si vous avez vu le film, par exemple. Pour se demander les sources, et que quoi. ça vous intéresse effectivement de comprendre un petit peu la source du truc. C'est pas une lecture que je déconseillerais. Au contraire, c'est plutôt recommandé. Je vous dis pas que vous allez lire le meilleur truc de votre vie, mais ça donne des clés sur comment les mecs du MCU ont réussi à tourner ça en un film, et ça donne aussi des clés, des indices en tout cas sur les probabilités pour la suite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manières dont les choses peuvent se passer à présent. Dans Infinity Gauntlet puis Infinity War, il y a vraiment des pistes hyper intéressantes à explorer, dont beaucoup seront très probablement laissés de côté par les scénaristes, enfin ou ont été, puisque si je me trompe pas, tout est déjà oui, je pense que c'est écrit et même tourné, en partie tourné. Donc il ne reste plus qu'à supputer, mais il y a plein d'éléments qui nous laissent le faire dans ces comics là. Voilà. Alex, tu voulais... Oui, je voulais rajouter des choses parce que en fait, moi je l'ai lu aussi du coup pour préparer l'émission plutôt plus que pour voir le film. Et donc tu l'as lu après avoir vu le film ou avant ? Après avoir vu le film. D'accord. Ouais. Et je le recommanderais pas forcément justement à des personnes qui ont juste vu les films, parce qu'il y a quand même pas mal de rattrapage à faire sur pas mal de personnages qui n'existent pas à l'heure actuelle ni dans le MCU, ni dans le MCU, ni dans aucun autre film qui est lié à Marvel, à l'univers Marvel, et du coup non, je sais pas si je le préfère. Mais c'est pour ça que je conseillerais clairement de commencer par le TPB du Silver Surfer de Starlin, qui réintroduit un peu tout, qui fait une sorte de reset et qui permet de se familiariser avec le personnage du Silver Surfer, qui est effectivement absent du film et qui est hyper important, avec celui d'Adam Warlock qui a juste été introduit dans une scène bonus des Gardiens de la Galaxie, et qui ne sera pas dans la suite, et qui ne sera pas dans la suite, et qui dans le comic book est un personnage vraiment important. Donc évidemment, je suis d'accord avec Alex, prendre juste, c'est pour ça que quand tu disais c'est assez court comme event, prendre juste les 6 issues d'Infinity Gauntlet toute seule, sans connaître le reste des personnages Marvel, sans être un petit peu initié aux comics à la base, c'est se tirer une balle dans le pied. Effectivement, il vaut mieux reprendre. Ou alors avoir Wikipédia à côté, vraiment. Pour chaque... Et rendre le truc un peu laborieux. Oui, mais ça l'est déjà un peu, comme tu le dis, c'est super verbeux et il y en a de partout. Et puis en plus, si on n'est pas habitué au style années 90, ça peut être compliqué. Même si on rentre dedans assez facilement au final. Mais D'accord. Donc quand même, c'est mieux du coup avant ou après? Même si là ça fait un petit moment que le film est sorti. Moi je l'ai lu avant, toi tu l'as lu après. Moi je l'ai lu après, mais moi j'avais quand même certains personnages que j'étais contente de voir apparaître, mais je ne m'y attendais pas forcément. Après je suis pas sûre que tout le monde ait forcément les personnages, donc. Moi, je l'ai du coup lu après pour la préparation de l'émission, et ce qui est intéressant, c'est que ça t'aide un peu dans toutes les théories que tu te mets dans la tête. Ça t'en rajoute d'autres d'ailleurs. Et après, c'est aussi marrant de voir certaines scènes du comics qui sont reproduites dans le film, pas forcément avec les mêmes personnages. Je pense à la chute du Silver Surfer, qui est en fait la même scène mais avec Hulk, où on voit qu'ils se sont vraiment inspirés de celui-là, que c'est là devient leur source, mais c'est pas le même personnage. Il y a plein d'impacts qui sont vraiment pas les mêmes, et j'ai trouvé ça intéressant de le lire après en ayant vu le film. Je pense que si je l'avais lu avant, j'aurais peut-être passé un peu plus de temps dans le film à dire mais là du coup je comprends pas, ça va pas marcher. Je pense que c'est intelligent de le faire dans ce sens-là si on n'a pas eu toute la connaissance avant, puisque j'ai pas lu le TPB Silver Surfer. Donc du coup c'était plus, je l'ai lu un peu en comparaison avec le film et pour voir où est-ce que ça pouvait aller derrière. D'accord. Il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que en fait là, l'Infinity Gauntlet, c'est plutôt l'après, c'est là où on est laissé maintenant, parce qu'on a la moitié. Bon, on a dit qu'on était full spoil. Hein. Ah oui, voilà. Okay. Il y a 50% de la population qui disparaît au début d'Infinity Gauntlet, là où on nous a laissé avec Infinity War. D'accord. Donc c'est pas vraiment non plus les mêmes. On n'est pas dans les mêmes conditions avec les héros. Et je pense que c'est aussi un truc qu'il faut savoir avant de le commencer. Et c'était super. C'est peut-être aussi des trucs que je peux reprocher au film et qui étaient intéressants de voir dans le comics. Dans la question de ton avis un petit peu plus tard. Ben je voulais juste rejoindre Hélène quand elle parle du comparo comics-film. Moi je l'ai lu après. Enfin, entre les deux, parce que j'ai vu le film 2 fois, et entre les deux j'ai lu le comics, et ça m'a rapproché, ça m'a permis de me dire ok, les gars du MCU on leur gueule un peu toujours dessus en disant les gars vous auriez pu faire mieux, etc. Les scénaristes, tout le monde, et je trouve que là on se rend bien compte des choix qu'ils ont dû faire scénaristiques, alors peut-être des sacrifices, c'est peut-être un peu fort, mais imitation. Ouais, voilà, en fait de se dire ça fait 10 ans qu'on a posé notre truc, donc on est un peu prisonnier de ce truc là, mais on a quand même des choses possibles, il y a quand même des choses possibles.
Et en gros, je trouve qu'ils se sont vraiment bien débrouillés. Ils ont quand même essayé de faire plaisir aux fans, tout en gardant l'idée même de départ. Et voilà, quand tu lis, enfin, si ça vous intéresse, vous savez. Si vous n'êtes pas trop chaud, lisez-le quand même si ça vous intéresse de voir le comparatif et de voir le travail d'adaptation parce que je trouve ça vraiment intéressant et je trouve qu'ils ont fait un bon boulot. Et du coup, vu que tu as fait dans les deux sens, entre guillemets, est-ce que tu trouves que malgré les sacrifices, c'est quand même proche? C'est un peu le discours que j'avais sur Civil War, c'était pour moi, ils ont fait la meilleure version que ce qu'ils pouvaient faire avec toutes les contraintes qui se sont mises depuis le début. D'accord. Et inclut les persos qui n'existent pas dans le MCU pour des histoires de droit, etc. ou de choix. Mais voilà, je trouve ils sont vraiment bien débrouillés en termes d'adaptation. Parce que tu vois, comme je le disais, le comics il est pas taré, il est cool parce que voilà, ça fait partie de l'histoire de Marvel et tout ça, mais ils en ont quand même fait un putain de film quoi. Donc je trouve que c'est du bon boulot. Je crois que j'ai pas dit que c'était un crossover. Hein. C'est y a tout pas le monde, que les Avengers. y a tout le monde. Il y a vraiment un peu tout le monde. Vous avez les X-Men aussi, évidemment. Tu parlais de limitations. Clairement, ils peuvent pas apparaître dedans. Eva ? Et pour revenir un peu sur ce que disait Ben, moi j'avais lu Civil War avant de voir le film et j'avais été très déçue par le film en comparaison du comics et qui était très proche en plus du comics. Et là, à l'inverse, je l'ai lu après le film et ça m'a permis d'apprécier encore plus le film en fait, de voir ce qu'ils avaient réussi à faire, les bons côtés qu'ils avaient gardés et les trucs qu'ils avaient enlevés pour faire autre chose. Enfin, j'ai trouvé que c'était, mais ça on en reparlera. Mais voilà, enfin, du coup j'ai préféré le faire dans ce sens-là. Je suis pas déçue en fait. Du coup, est-ce qu'il faudrait faire ça pour tous les films, vu que les adaptations au cinéma elles sont obligatoirement réduites, c'est pas possible de faire exactement d'avoir le même rendu. Est-ce qu'il faudrait faire ça pour tous les films en fait? Je pense pas parce qu'en général, je pense que Marvel aimerait bien, mais en général on aime toujours plus lire le livre avant de voir le film parce que l'inverse fait qu'on est souvent déçu, mais là vraiment je trouve que c'est pas le cas pour celui-ci. Et puis surtout là c'est un film, tu l'as dit, c'est un film choral, c'est un film aboutissement et il s'inspire d'un arc qui existe vraiment dans les comics, alors que quand c'est un film sur un personnage par exemple, quand c'est pas une origin story parce que sinon ça c'est toujours le même moule, mais en fait t'as 40, 50, 60 ans de comics à condenser et il y a encore plus de choix à faire, donc je pense que juste les différentes versions des personnages. Voilà, c'est ça. Donc du coup si tu veux lire des comics une fois que t'as vu un film quand c'est centré sur un seul personnage, je pense que tu peux plus fortement être déçu parce qu'il y aura des plus gros choix qui ont été faits quoi. Sam ? Ouais, moi pour le coup je l'ai lu avant d'aller voir le film. Et quand je l'ai lu, je me suis dit qu'ils n'allaient pas pouvoir l'adapter. Je pensais vraiment qu'il allait être sur complètement autre chose. Ouais. Et moi, j'ai bien aimé le lire avant. En fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Au fur et à mesure du film, j'ai trouvé ça cool qu'ils trouvent des astuces et des moyens de rendre ça crédible, quoi. Et je trouve que ça fonctionne bien. Donc limite, coup, en fait, on a fait de reprendre Hulk pour le personnage du Silver Surfer, c'est plutôt cool. Ouais. Réutiliser un Doctor Strange qui fait un peu plusieurs rôles, mais notamment celui d'Adam Warlock en un sens. J'ai trouvé ça aussi super bien joué. On va parler du personnage du grand absent entre guillemets, enfin un des grands absents. Qui a un grand rôle comme disait Joe, dans le comics et qui là du coup c'est même le personnage central, c'est le pivot. Et quand tu regardes la couverture d'Infinity War, il est au milieu. C'est vrai pour résumer très grossièrement, Thanos c'est le méchant, Adam Warlock c'est le gentil. D'accord, c'est Jésus globalement. Donc c'est le Messie quoi, c'est le mec qui vient et qui fait chill the fuck out, I got this et qui fait allez hop c'est réglé. Et on y reviendra, mais en ce qui me concerne c'est peut-être mon seul regret, même si comme on l'a dit les contraintes imposées par le MCU depuis le début rendaient la chose un peu difficile, mais je pense vraiment qu'un personnage comme Adam Warlock aurait pu apporter quelque chose d'encore plus grand au film, mais ça voilà. On verra. Je sais pas quels sont les plans par rapport à Adam Warlock dans l'MCU, mais quand tu lis la BD, effectivement tu dis c'est lui le héros et c'est Thanos le méchant, et du coup tous les autres héros sont un peu en retrait, à part Doctor Strange et le Silver Surfer, voilà. Et du coup je pense que dans le MCU ils étaient entre guillemets obligés, je sais pas si c'est ce qui a motivé le choix de pas mettre Adam Warlock tout de suite, mais ils étaient un peu obligés de dire ok, le personnage principal en fait c'est une poignée de personnages, ça peut pas être une seule personne. Oui, ça permet de diviser les forces. Il y a déjà beaucoup Tony Stark, donc voilà quoi. Je crois que c'est le plus gros cachet du film. Je sais pas du tout combien il a touché. Non, Thanos, enfin le comédien que je Thanos, Josh Brolin. Lui en même temps il a fait, même s'il a touché moins, il a fait Deadpool 2 en même temps. Je pense qu'il s'est fait une petite année sympa. Voilà, tranquille. Mais attention l'année prochaine les impôts, quand ça va tomber, ça va être violent. C'est-à-dire oui mais dans Infinity War j'apparais pas vraiment, alors on peut pas déduire le truc. C'est pas mon visage.
le fisc le déteste. Infinity, il a divisé ses infos par deux. Infinity Taxes. On va parler du MCU maintenant. On l'a dit depuis tout à l'heure, c'est donc un projet énorme qui a commencé en 2008 avec Iron Man 1. Hulk, excusez-moi. Iron Man 1. Puis le deuxième Hulk. On est passé par 18 films différents avec de nombreuses suites. Ça fait quand même un paquet de films d'un coup pour la même franchise pour arriver à la même finalité. C'est du jamais vu aujourd'hui. C'est le crossover le plus ambitieux de l'histoire de la pop culture. Ouais. Il y a plein de trucs. Il y en a d'autres. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kevin Feige, je vous rassure. Et oui, donc j'allais dire tout ça pour ça. Non, c'est ce que Nivray avait dit. Non, et ça, tout ça a amené la création d'une formule Marvel que beaucoup décrient et qui commence à avoir un certain statut. On commence à reconnaître des signes, des formules, des formes, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui commencent qui ont des problèmes avec la formule de Marvel? Le côté un peu copié, j'ai le micro, donc je me permets de prendre la parole, mais je le donnerai après avec grand plaisir. Moi, je pense que vous me connaissez tous suffisamment ici pour savoir que j'émets très régulièrement mes réserves vis-à-vis de la manière dont le MCU est géré dans sa globalité par Kevin Feige, et qu'il y a énormément de décisions artistiques et scénaristiques dans tous les 18 films qui ont précédé Infinity War qui m'ont vraiment laissé de marbre, voire clairement pris à rebrousse-poil. Je reconnais également quand il y a des films que je trouve vraiment réussis et j'ai eu vraiment des bonnes surprises. Ouais. Je pense pas que ce soit plus de la moitié des 18 films qui ont été réalisés jusqu'à présent, clairement pas, mais il y a eu vraiment, selon moi, des réussites. Néanmoins, pour en revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Infinity War, je trouve que effectivement à mon sens, ils ont fait vraiment, ils ont tiré le meilleur de ce qu'ils pouvaient pour ce film, en fait, je trouve. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de possibilités de foirer tout ça dans les grandes largeurs et de faire un Age of Ultron bis, que je trouve qu'ils s'en sont vraiment bien sortis. À mon sens, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont réussi à vraiment intelligemment adapter cet event, dans la manière, on y reviendra, dont ils ont remplacé certains personnages clés par d'autres et tout. Et l'autre truc, et ça aussi je pense qu'on y reviendra très largement, c'est qu'ils ont pour la première fois réussi un méchant, quoi. Et que... Killmonger ? Et que... Ouais, d'accord. Ok. Non, ça c'est moi qui... Je veux bien le reconnaître et tout, il y a aucun souci, mais... Je veux dire, de cette ampleur-là, à mon sens, là, c'est lui le personnage principal du film, tu vois, et pour moi, c'est ce qui fait que je trouve le film plus réussi qu'une très très grande partie des 18 films précédents du MCU. Voilà. Je laisse la parole. T'as l'air désolé. Non, je parle trop. Mais non, Ketrus. Ouais, je suis d'accord avec Jo sur sa dernière phrase. Et juste. Non mais pas que. Ah là là. Mais dans le non mais non. Oh, c'est mal par. Non mais je suis d'accord avec le reste aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, moi j'arrivais à un stade, et je pense que c'est la plupart des gens, enfin beaucoup de gens aussi, c'est de se dire, est-ce que c'est pas un peu trop là? C'est bon, 17 films, 18 films, ça devient n'importe quoi. Ils ont fait Thor 3. Voilà. Bref. Et tu te dis, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils sont pas en train de tuer le cinéma de genre et ce genre-là en tout cas? Et là, en fait, ils m'ont complètement retourné avec celui-là en me disant, ok, d'accord, bon, ils ont réussi, ça défonce, ils ont réussi à faire ce qu'on attend en fait depuis hyper longtemps, c'est un film comme ça épique avec un vrai méchant et plein de super-héros, et ça tabasse, c'est bien mené. Donc moi, ils m'ont redonné confiance en fait dans le MCU. Alex? Non, je voulais juste rebondir. Non, mais du coup, j'interviens un peu trop tard. Mais c'était pour Joe qui disait qu'enfin, on a réussi à avoir un bon méchant. Franchement, je préviens les auditeurs, je suis désolée, je vais sans doute être la buzzkill, pas parce que j'ai pas aimé le film, mais parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de hype par rapport à ce qu'on a au final. Mais du coup, là, ce que je veux dire, c'est on a réussi à un méchant, mais attendez, il est là depuis 10 ans. On l'annonce depuis 10 ans. S'il n'était pas réussi, putain, s'il n'était pas réussi, ça aurait été ouf. Enfin, je veux dire. Mais moi, j'étais le premier à le craindre. Hein. Je disais, ça va être foiré. Enfin, ils vont foirer Thanos comme ils ont foiré tous leurs méchants précédents. Et comme tu le dis, d'ailleurs, on a arrêté d'en parler. Mais avant que le film sorte, on était là, genre, il a quand même mis 10 ans à arriver, le mec. On en parle et tout. Finalement, j'ai oublié ça devant le film, et c'est une bonne chose. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup.
Ouais, c'est peut-être pas dans la bonne partie, mais et du coup, est-ce que les 10 ans d'attente valaient ce film? Ne me demande pas à moi, laisse les gens parler un peu. Quetrus. Non, mais c'est la question que je pose à tout le monde. Quetrus, réponds à ça. Je pense que c'est super difficile de répondre à ça. Tu sais, c'est un peu comme les bandes dessinées indé. Enfin, je prends Authority comme référence avec celle de Millard et Quitely, où tu dis ouais, c'est d'enfer. Ils se foutent de la gueule des Avengers et c'est génial, c'est ce que je veux. Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu tous les Avengers, dont les pourris, j'aurais pas apprécié ce comics-là. Et je pense que c'est pareil. Je pense que c'est pareil avec le MCU. C'est que tu peux pas arriver et foutre un film comme ça en premier film, ou même en deux, en troisième film, ça marche pas parce que t'as pas réussi à amener tous les autres super-héros, à créer un attachement au personnage, un attachement au groupe, etc. Et si t'as pas ça, alors peut-être que t'avais pas besoin de 17 films, effectivement, mais s'il y avait pas eu toute cette historique avant, je pense qu'on pourrait pas apprécier le film autant. Vrai. Moi je remonte un peu en arrière parce que tout a commencé en 2008 du coup avec Iron Man. À l'époque pour moi on savait pas que ça allait être aussi gros, on savait pas du tout ça. Et quand c'est vraiment la fin de la première phase, donc pour Avengers, donc c'était en 2012, donc c'était il y a que 6 ans, que là on a vu Thanos pour la première fois et qu'on s'est dit ok ça va être un truc énorme. Et pour moi dans ma tête de 2008 à 2012 j'avais pas conscience que ça allait être un truc aussi fou. Donc c'est quoi, il y a eu 6 films avant que je me rende compte qu'il y avait quelque chose. Donc finalement pour moi ça fait pas 10 ans que j'attends Thanos, ça fait que depuis 2012, donc ça fait 6 ans. Tu vois, 6 ans. Bah oui, mais c'est super long quand même. C'est beaucoup moins que ça. C'est-à-dire que sur Iron Man, le premier Hulk, Iron Man 2, Thor, j'avais pas autant d'attentes. Et c'est vrai qu'après, à partir du moment quand on est arrivé à Avengers, qu'on a vu Thanos, là on s'est dit ok, on va se lancer dans un truc, dans une préparation. Donc du coup, on a eu une espèce de préinstallation de l'univers en disant regardez, on fait des trucs cool, les premiers films étaient pas mal. Hors le Thor bien sûr, et après c'est là que c'est monté en charge et on s'est dit ok, chaque film c'est une installation, on voyait des détails dans chaque film qui allait être repris, et c'est là où ça m'a beaucoup plus intéressé en fait, et que j'ai commencé à me dire c'est qui Thanos, qu'est-ce qui va se passer derrière et tout, et du coup ça faisait une montée en charge. Après c'est vrai que 4 ans plus 6 ans ça fait un peu long, mais pour moi la récompense qu'on a au bout, le crossover, il a une bonne raison d'exister. C'est un événement qui est vraiment fou et qui, par contre, détaché des 10 ans, en fait, a forcément difficilement de l'intérêt puisqu'on ne présente plus les personnages, parce que t'es censé, en fait, t'être tapé les 10 ans de film juste avant, quoi. Adrien ? Je sais pas, en fait je suis pas trop d'accord dans le sens où dans un vrai monde, dans la vraie vie, personne n'attendait Thanos, à part les scènes post-crédit et 2-3 références pour les méga nerds. En fait il y a rien de préparé. Je sais pas, en fait pour moi faut calm down un petit peu sur le fait que ce film est l'apogée, etc. Non, c'est un épisode, il arrive là, effectivement il a une gueule de season finale et tout, mais en vrai rien ne préparait, ça préparait pas. C'était quand même des films stand-alone qui fonctionnaient, qui racontaient des histoires. Tout ne s'assemblait pas spécifiquement vers Infinity Gauntlet. Ça aurait pu ne pas arriver. Si, quand même, parce que t'as les pierres, les gemmes qui arrivent au fur et à mesure, et surtout, à un moment, t'as quand même Thanos qui se lève enfin de son foutu siège en mode ok, je vais le faire moi-même. Je sais plus c'est à la fin de quel film, honnêtement. Et donc tu dis, c'est à la fin d'un film, c'est une scène post-crédit. Non, il y a un autre. On s'en cogne. Pour moi, on peut les enlever. Les films précédents ne construisent pas ça. Il y en a un, c'est le premier Avenger en fait. Tony Stark, il est touché depuis Avengers parce qu'il y a eu ce portail qui s'est ouvert avec tous ces monstres qui sont arrivés sur New York et cette grande peur qu'il a, et ils s'attendent à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive d'énorme. Alors ils s'attendent pas à un Thanos, mais ils s'attendent à une espèce d'invasion. En plus, c'est dans Age of Ultron qu'il y a le rêve de Tony Stark où il visualise tous les Avengers au sol, décimés, et donc il y a quand même. Alors, je suis un peu d'accord avec Adrien, mais tu vas bien te calmer quand même, parce que au-delà des scènes post-génériques, il y a quand même des choses qui sont installées. Alors, je suis d'accord, c'est un épisode de plus et d'une certaine manière, ça aurait pu être autre chose, mais ils ont quand même posé des jalons importants hors des scènes post-génériques, je trouve. Non, vas-y. Ok. En fait, il y a deux trucs, je pense qu'il faut analyser. Il y a la construction du MCU en termes de médias et en termes de machines cinéma, marketing, tout ce que tu veux. Et il y a le fond et la forme. Il y a tout ce qu'ils essayent de construire en termes de films. Il y a ce film-là, les agendas, les acteurs, le monument, en fait, le MCU, quoi, en ce qu'il est. Et il y a l'histoire, en fait. C'est-à-dire que là, moi, je rejoins plutôt Adrien en disant que, ok, Thanos, c'est le boss de fin, pour l'instant, mais
ce qu'ils font depuis 10 ans ou même 6 ans si on précise comme Hélène, c'est en fait ils construisent un univers. Ils présentent des personnages, chaque personnage a son univers à lui qui est connecté aux autres. En fait, ils construisent un monde et dans ce monde, le gros méchant c'est Thanos, mais effectivement on peut pas dire que la finalité du MCU à l'heure actuelle c'est Thanos en fait. C'est au niveau de l'histoire oui, mais en fait il leur arrive plein de trucs, les héros il leur arrive plein de trucs avant qu'il y ait Thanos. Alors ok il est dans le fond, il y a les pierres qui s'assemblent etc. Donc on sait qu'il y a une menace qui arrive, mais en fait ce dont on est témoin depuis 10 ans, c'est la construction d'un univers, des personnages qui émergent parce qu'il y a beaucoup d'origin story. Et en gros, c'est un peu ce qui se passe dans les comics, c'est-à-dire Thanos, c'est un gros méchant, c'est peut-être le gros méchant de chez Marvel, mais il y en a plein d'autres. Après Thanos, après Avengers 4, il y en aura d'autres aussi. Peut-être que Thanos reviendra, enfin j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que en termes de scénario et de trame narrative, d'arc narratif, effectivement, le but c'est Thanos. Tout mène à Thanos et à un combat contre lui. Mais ce qui est aussi important, voire pour moi plus important, c'est ce que construit Marvel Studios depuis 10 ans avec tous ces héros et qui arrive à faire un truc qui a jamais été fait. Tu vois, on se fout de la gueule de Kevin Feige quand on dit c'est le crossover le plus ambitieux de tout, mais dans un sens oui, puisque ça a jamais été fait au cinéma. Un projet aussi gros, autant interconnecté, interstudio, tout ce que tu veux, ça a jamais été fait. Donc faut quand même vraiment faire la part entre ces deux choses-là. Les monstres Universal du début des années. Ils sont quatre. Ah oui, mais le loup-garou contre Frankenstein, ça, c'était. Attends, si tu les replaces dans le contexte de l'époque, mon gars. Pour l'époque, ok. C'était des crossovers complètement tarés. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec la troisième phrase de Ben. Non, le mec, il a un tableau Velleda. Non, mais il a raison, Ben, dans ce qu'il dit, c'est que justement, nous, on a déjà notre culture comics en fait. Donc on a déjà fait tout ce trajet et quand on a vu les premiers films, on avait déjà ce jugement. Mais en fait, je pense que le MCU, il y a plein de gens qui ne connaissent de Marvel que ça. Et du coup, le fait d'avoir eu 17 films avant, pour eux, c'est comme si nous, on avait lu plein de comics avant et qu'on découvrait Thanos. Comme le disait Joe au début, si tu lis Infinity Gauntlet sans avoir lu le reste, ça n'a pas grand intérêt. Bah là, c'est pareil, ils ont construit un univers du MCU qui est, je pense, qui peut être considéré comme indépendant des comics. Et c'est pour ça qu'il y en a eu autant. Et ça sert justement à faire apprécier ce film par les gens qui n'ont pas lu de comics. Je suis désolé, j'ai encore envie de dire un truc. Je m'excuse d'avance. Il y a aussi un point sur lequel ça a atteint ses limites également pour moi, cette construction en 18 films. Et là, on va clairement rentrer dans le cœur du spoiler, du film et tout. Mais il y a des scènes dans Infinity War qui sont pour certains, ou qui sont censés, pour moi, provoquer chez toi des réactions d'émotions assez fortes. Et mon problème, c'est que les build-up narratifs qui peuvent mener à cette émotion se déroulent dans d'autres films. Ce qui fait que je mets les pieds dans le plat tout de suite. La mort de Peter Parker en fait qui est une très belle scène qui je trouve plutôt réussie visuellement où le ton du film d'un coup part dans quelque chose de complètement différent, de très mortifère et qui m'a plutôt impressionné. Je pense aurait pu chez moi en tout cas provoquer une vraie émotion autre que genre wow c'est cool, mais vraiment quelque chose de clairement j'aurais pu chialer. Si ses relations avec Tony Stark, par exemple, avaient été développées dans ce film. Malheureusement, elles ont été développées dans Spider-Man Homecoming, que j'ai vu il y a 2 ou 3 ans maintenant. C'était il y a 1 an. Bon, j'ai l'impression que c'était il y a beaucoup plus longtemps. Désolé, je suis journaliste tel que Adrien vient de le signaler. Mais justement, pour moi, le temps passe beaucoup trop vite et tu sais, la pop culture, ça va vite. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça. Mais bon, toujours est-il que, en tout cas, j'étais déjà passé à autre chose, tu veux. En fait, mon point, c'était plus de dire que entre Homecoming et ce film-là, il y en a eu 2 ou 3 autres. Il y a au moins eu Thor 3 et Black Panther qui font que pour moi en fait il y a une sorte de déconnexion de l'émotion un petit peu qui est clairement due à cette construction en gigogne de film qui fait que ouais voilà, pour résumer très très simplement, pour moi il y a certains impacts qui sont amoindris par cette construction là justement, et que si tout s'était tenu dans un seul film, s'ils avaient réussi à accomplir l'exploit de justement de créer des relations aussi fortes entre les personnages, la fin aurait eu je pense beaucoup plus d'impact.
Oui, alors là, je pense qu'on a carrément changé de sujet, mais mais non, mais pas de souci. Mais pour moi, c'est pas ça qui m'a donné l'impression que il y ait pas de possibilité d'avoir de l'émotion et d'avoir. Alors, c'est mon gros point négatif du film, et c'est quand je suis sortie, c'est ça qui m'a tout de suite pris en fait et qui m'a fait avoir une impression plutôt négative sur le coup. C'est une réunion de guignols. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un moment d'émotion, justement, juste après, il y avait une blague lourde juste derrière qui faisait sauf à ce moment-là, je te l'accorde. Mais sur tous les autres moments où il y aurait pu avoir de l'émotion, il y avait une blague complètement souvent à côté ou qui tombait à plat et qui empêchait la petite larme de couler quand même. Donc, je trouvais que ça, c'était vraiment un truc. Vanda et Vision, il y a plein de moments comme ça qui sont coupés à part la scène de la fin, effectivement. Et pour moi, c'est pas le fait que les films on ait oublié ce qui s'est passé dans le film précédent ou Sam ? Ouais, du coup, moi, par rapport à la construction de l'univers MCU en 18 films, c'est le point qui m'a le plus gêné en fait dans Infinity War. Heureusement, c'est un film qui est basé a priori essentiellement sur Thanos, et ça c'est ce qui fait que ça marche, mais la constitution des équipes dans Infinity War fonctionne pas tellement en fait. Ça coule comme si c'était naturel mais pas construit. La division en fait, le camp de la Terre entre guillemets, enfin les différents groupes. L'espace. Alors que justement dans les films on avait commencé à créer des choses, notamment avec Civil War, un clash entre Tony Stark et Captain America qui aurait pu apporter des choses plus intéressantes, de conflits inter-équipes, etc. Oui, parce qu'on ne retrouve pas finalement. En plus, mais en fait il le dit clairement dans le film, il dit mec, Thanos arrive, on s'en bat les couilles des conflits en fait, et c'est un peu normal. Enfin, moi je trouve ça logique de dire on va mettre de côté nos conflits perso parce que on est des super-héros et qu'on met ça dans notre poche et on y va quoi, et on team ensemble parce qu'on n'a pas le choix. Ouais, mais c'est pas résolu en fait, puisqu'ils se retrouvent jamais en fait, les équipes sont déjà regroupées par rapport à leur espèce d'étendard qu'ils ont. Du coup, on n'a pas une espèce de conflit qui aurait pu être intéressant à exploiter justement. Ça aurait fait un conflit dans un conflit. Enfin, tu vois, ça aurait été. Enfin, pour moi, ça n'avait pas sa place parce que la menace est beaucoup plus grande que leur conflit perso en fait. Ouais. Ils l'ont tenté un peu avec les Gardiens et Thor quand même. Enfin, il y a des petites scénettes, même si elles sont pas forcément hyper réussies, mais il y a des essais dans le film de justement faire des liens entre les équipes. Ouais, ou avec Doctor Strange et Iron Man. Mais c'est du coup ce qui manque à la construction de l'univers. Tout ce qui a été construit avant ne sert pas forcément à ce film. Mais moi je suis plutôt d'accord avec ça, mais du coup je reviens sur ce qu'a dit Joe précédemment. En fait, pour moi le problème c'est pas qu'on ait eu un film il y a un an sur Thor et sur Iron Man et Spider-Man. En fait, le problème c'est qu'on a beaucoup trop de personnages dans le film pour prendre le temps d'exploiter leur relation entre eux. Et ce qui moi là du coup on n'est plus trop dans la construction du MCU, les 18 ans les 10 ans de MCU, mais moi c'est ce qui m'a carrément manqué dans ce film, c'est que les relations soit arrivent trop tard souvent. Donc Wanda, Vision, ok, Thor, Spider-Man pareil. Et les relations dans lesquelles tu es, c'est-à-dire Thor, Rocket Raccoon, ça sort de nulle part. Donc en fait, les relations ne sont pas construites dans ce film. Tu ne peux pas avoir d'émotion. Le seul truc qu'ils ont réussi à te faire, c'est Gamora, Thanos, parce que tu as des flashbacks. Et encore, franchement, ça aurait pu être tellement plus fort. Mais il aurait fallu un film qui dure... il aurait fallu découper le machin en 4 films. Et c'était pas possible. Et en plus, si on est logique sur... Infinity Gauntlet, le bouquin, en fait on s'en bat les reins de ce que les gens sont entre eux, vu que t'as le gros personnage qui maîtrise tout le monde. Je vois que mes camarades sont pas d'accord, mais c'est mon opinion. Donc t'as Adam Warlock au milieu qui dit vas-y, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. On a vite fait une scène entre Hulk et Wolverine, c'est trop mignon d'ailleurs. Mais à part ça, franchement, les relations interpersonnes, tu ne les as pas vraiment. T'as pas le temps. Je pense que t'as vraiment pas le temps. Pour moi, le film, c'est plus un film origin story de Thanos. Donc, c'est comme si dans, Oui, non, mais c'est ça. Pour moi, le film, il est vraiment centré sur Thanos. Tous les autres personnages, tu sais déjà qui ils sont, tu as déjà eu leur histoire. Donc là, tu t'intéresses vraiment à ce personnage-là. Donc les relations entre les nouveaux personnages sont forcément un peu moins importantes. Donc tu vas voir plutôt son côté relationnel à lui avec ses 2 filles, donc Nebula et Gamora. Et c'est là où pour moi c'est important, et c'est ces nouvelles relations que tu vas apprendre et que tu vas découvrir. Les autres, celles entre Spider-Man et Iron Man, tu les as déjà eues, donc tu sais qu'elles existent. T'en as quelques nouvelles, mais qui sont juste
on va dire vaguement survolé. Tu parlais tout à l'heure de Thor et de Rocket où effectivement ils vont se croiser. Tout de suite, t'as un petit contact qui se fait entre eux, qui est d'ailleurs très mignon, où il lui file un œil et ils ont des armes ensemble, tu vois. Et c'est juste des petites, non mais c'est des petites relations qui sont créées comme ça, mais ils ont pas le temps de les installer parce que c'est pas l'objet du film. L'objet du film, c'est Thanos. Et là, par contre, les émotions, elles sont côté Thanos, où t'as quand même une forte émotion avec Côté Thanos, Nebula. côté Thanos. Et joli. Et la forte émotion surtout au côté Gamora, où. C'est quoi les émotions de Nebula? Attends, dis-moi. On n'a pas vu le même film, attends, je pense qu'il y a... Ben. Pardon, non mais Eva, vas-y. Okay. Si, Eva, et Ben, allez. Eva. Non, je suis hyper étonnée justement parce que c'est le truc du film pour moi, c'est les duos du film qui fonctionnent tous hyper bien. Je trouve, enfin la majorité, il y en a peut-être un ou deux qui sont un peu moins réussis, mais dans l'ensemble, je les trouve géniaux et je les trouve justement super bien faits. Je trouve qu'ils ont réussi à accorder les bonnes personnes avec les bonnes personnes et ça match à fond et même si c'est très rapide à chaque fois, je trouve que ça suffit parce qu'on attend ça en fait du film. Évidemment, ils sont 60 et quelques, donc on peut pas faire plus que ce qui est fait. Alors exactement ce qu'a dit Eva, et je rajoute, depuis tout à l'heure j'entends, c'est parti de la scène dont Joe parlait sur Spider-Man et Iron Man, on parle d'émotion, mais les émotions, c'est pas que pleurer, être content, avoir les frissons, pour moi c'est aussi non mais tu vois, je joue sur les mots. Non, je parle pas pour toi, C'est pas que pleurer les émotions. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que la scène dont tu parlais, là j'ai une émotion de colère par exemple. La scène dont tu parlais, c'est la chiale. Mais depuis tout à l'heure, suite à ton intervention, ça a déclenché un sujet sur les émotions et les scènes émotives et les relations entre les persos. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que des persos sont pas, il y a pas toutes les origin story ou toutes leurs relations où ils disent pas tout ce qu'ils pensent, etc., que tu peux pas avoir une sensation, comme dit Eva, de en fait il se passe un truc entre ces deux personnes. Tu vois, Rocket Raccoon et Thor, c'est risible sur le papier, mais en fait ça marche trop bien quand il lui raconte qu'il a perdu toute sa famille et tout. Raccoon, c'est un mec qui a pas de famille du tout, donc tu vois, il y a plein de trucs comme ça, et du coup, sans que ce soit forcément la chiale ou la philo ou j'en sais rien, des fois c'est juste je suis en train de kiffer en fait, parce que ça va prendre 5 minutes une scène, mais c'est kiffant, et ça c'est des émotions. Voilà. On a déjà mis. Non, non. Ça marche aussi entre Gamora et Star-Lord. Mais oui. Même entre Loki et Thor au début, c'est très court. J'ai parlé par-dessus. C'est très court, mais ça marche. C'est très court, mais ça marche. On a mis les pieds dedans. On va donner nos avis du film. Ce que vous en avez pensé. Peut-être dire quelles étaient vos attentes, parce que j'imagine que on n'est pas tous partis avec la même. On n'y est pas tous allés avec la même excitation. On va commencer avec quelqu'un qui a un micro dans la main. Bon, Nivré. Oh merde. Non, attends, j'ai entre deux personnes. Comment tu t'appelles déjà? Beaucoup moins de micro. Non mais par défaut, géographiquement, je suis en face de lui. Il y a quand même beaucoup plus. Et c'est plus facile. Non mais voilà. C'est vrai. Géographiquement. En termes de coordonnées. Plein Est, vas-y. Non mais parce que sinon c'est pas visuel pour les gens qui nous écoutent juste. Moi niveau attente, effectivement, j'ai suivi depuis le début. J'en ai pas raté un seul. Il y en a même plusieurs que j'ai vu plusieurs fois au cinéma. Du coup, je l'attendais très fortement. Je me suis empêchée de regarder toute bande-annonce. Quand je voyais les posters, de pas détailler les posters. C'est-à-dire que en fait, j'ai vraiment non mais c'est pas ça, c'est que j'ai vraiment découvert l'affiche dans la salle parce que lors de l'avant-première presse, ils te projettent l'affiche. Ouais. Donc là, j'étais là vraiment en train de détailler parce que je pouvais plus, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé le film sur l'avis général. J'ai énormément aimé les relations entre les personnages. C'est vraiment ce que j'attendais d'un crossover. C'est vraiment que les persos que j'aime bien se rencontrent alors qu'ils se sont jamais vus avant. Il y a surtout la partie entre Thor, les gardiens, où pour moi c'était quelque chose de très fort. Et le film m'a laissé dans un état de choc. Je pense qu'on était pas mal dans la salle où ce final te coupe. Alors, je connaissais l'histoire parce que même si j'avais pas lu le comics, je savais qui était Thanos. Je connaissais le principe du petit claquement de doigts du 50% de la population. Mais de le voir à l'écran, la manière dont ils l'ont fait à l'écran, la disparition des personnages qui est sans souffrance, qui est juste une disparition, ça m'a laissé genre une espèce de creux dans le cœur énorme. Et quand je suis sortie de la salle, j'étais là genre... C'est dur de nous avoir laissé dans cet état, et c'est la première fois que je ressens ça dans un Marvel. C'est-à-dire que tu sors pas en mode excitation, c'était trop ouf, je suis trop heureux. C'était en mode je suis choquée de ce que vous avez fait, parce que normalement vous êtes Disney et c'est censé bien se finir. Ah, tu veux dire que ça t'a un peu déçu qu'ils osent... Ah mais non, ça m'a pas déçu, ça m'a juste choquée parce qu'on n'est pas habitué à ce que ça se finisse comme ça. Et oui, tout ne finit pas bien dans la vie des fois. Tu sais, le truc horrible, genre, tu sais, on change tous les Disney. Salut. On change tous les Disney avec des fins normales, tu vois, avec des fins pas féeriques. Ben, bonjour. Quel était ton niveau d'excitation avant d'y aller? J'y suis allé à poil directement, comme ça je savais que faux. En fait, j'avais toujours excité, donc. C'est vrai. Là, j'en pouvais plus. Non, en fait, j'avais juste. Ah oui, c'est vrai qu'on était ensemble. Je t'ai trouvé étonnamment
calme. Oui, parce que j'avais une appréhension, c'était de me dire, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure sur les méchants, de dire s'il y a un truc à réussir, à ne pas foirer plutôt dans ce film, c'est Thanos. Ouais. Et il y avait aussi, j'avais vraiment envie qu'ils réussissent ce dont on vient juste de parler, c'est-à-dire les relations entre les persos et que ça fasse pas juste fourre-tout, il faut que tout le monde soit à l'écran et tout, que ça fasse vraiment gloubi-bouli dégueulasse. Donc voilà, exactement. Fallait pas que ça fasse Age of Ultron avec un méchant pourri et du forcing de tout le monde à l'écran. Ouais. Et voilà, donc ça c'était mes attentes et en fait j'ai été complètement rassuré assez rapidement puisque scène d'ouverture c'est Thanos. Déjà le principe que dans la première scène il y ait Thanos, c'est-à-dire que les gars, ok, ça fait 10 ans qu'on vous le promet, bon 6 ans si on est sur l'échelle d'Hélène, ça fait 10 ans qu'on vous le promet, ça va pas être 20 minutes, 30 minutes et ensuite il arrive, il est là dès le début, il a déjà défoncé tout le monde et t'es dedans direct. Et donc du coup très rapidement, je me suis dit ok, je pense que Thanos est réussi et que je vais kiffer les 2h35 qui sont devant moi. Zef, ton niveau d'excitation avant et après? Mon niveau d'excitation, j'étais très excité parce que je me matais les trailers en boucle en général, genre dans les 2 ou 3 jours avant d'aller voir le film, même si je l'ai vu assez tard. Et finalement, j'ai pas été déçu. Globalement, tout a été dit, donc c'est plutôt cool. En fait, j'ai beaucoup aimé le traitement de Thanos, comme disait Ben, sur le côté, voilà, il est là, il est présent, c'est lui le personnage principal du film. Et finalement, tout ce qu'on a pu dire sur le côté les couples qui fonctionnent pas, en fait on s'en fout parce que c'est Thanos qui prend vraiment le pas sur tout le reste, donc c'est plutôt vraiment intéressant là-dessus. Et j'ai été un peu plus déçu du traitement du Black Order en général, qu'on oublie finalement assez vite, alors que ça reste quand même des personnages qui sont assez importants, pas pour l'arc de Est-ce que tu peux les présenter un tout petit peu, parce que j'ai oublié, en fait je voulais parler du Infinity Dickman au tout début comme inspiration, parce qu'il y a des éléments évidemment qui ont été pris du Infinity Dickman, mais du coup est-ce que tu peux présenter, excuse-moi, un petit peu le Black Order? Alors le Black Order, ils ne sont pas dans la première version. C'est les enfants de Thanos grosso modo qu'il prend sous son aile pour aller détruire le monde comme il le fait très bien. Et en fait ça se compose, je connais pas tous les noms en tête, mais il y a effectivement Proxima Midnight qui est une guerrière assez balèze avec sa lance qui ne rate jamais et qui détruit tout, je crois. C'est ça. Et aussi, je crois. Son mari Corvus Glaive, voilà, qui lui est quasi immortel normalement, qui peut se régénérer à partir de rien. Il y a le gobelin attends, le gobelin c'est qui? Non, le gros, non pas le gobelin, le gros c'est Ebonimo. Ah non, lui c'est le géant en fait, qui change de nom justement. C'est Cull Obsidian. Voilà, qui est en fait le nom du groupe à la base, mais. Cull Obsidian, c'est le nom dans les comics, mais ils l'ont donné à voilà, qui est aussi la brute de service, et Ebonimo, voilà, qui est aussi le psy, enfin pas psychiatre, mais parce qu'en fait, il a pas de le psy du groupe aussi, qui est censé être plus balèze que Doctor Strange et tout le reste. Donc voilà, en fait, je suis juste un poil déçu de leur traitement, même s'ils sont présents et qu'ils ont quand même du temps à l'écran. Enfin, Ebonimo, par exemple, il a vraiment son temps d'écran et c'est cool. Sur le reste, voilà, ça fait très il fallait que chacun ait son adversaire, son anti-soi en fait, et c'est un peu décevant là-dessus, mais je suis quand même assez content qu'ils les aient mis à l'écran. On peut, même s'il n'y a pas Black Swan dedans, c'est dommage. Ça sera peut-être plus pour la phase 12. Ouais, phase 19, on verra. Mais voilà, grosso modo, très très bon film. Enfin, pas déçu du tout. Je comprends les déceptions globales qu'il peut y avoir sur le film, et l'attente et tout ce qu'on disait sur le côté il y a la construction, c'est fait sur les 18 films avant, mais en fait pas vraiment, mais en fait si on est nerd, mais en fait non si on est grand public. Enfin, en fait tout se vaut, juste le film en fait vaut pas vraiment en stand-alone, en fait, c'est ça qui est dommage. Mais est-ce que ce serait pas ça c'est mon avis personnel, le seul film de Marvel qu'on peut pas aller voir tout seul? Bah non, c'est pas le seul, clairement pas. Je suis pas sûr. Mais je pense qu'il il se tient par lui-même en fait. Tu peux aller le voir sans rien connaître, ça marche. Ça mais il te demande beaucoup de clés en fait. Tu vas te demander, ok, c'est quoi ces trucs de l'infini? Quand il parle de Xandar au début qui a été défoncé pour récupérer le Tesseract, ok, pourquoi? Tu vois, t'as plein de trucs comme ça en fait. Tu te dis d'où ça vient en fait. Mais en soi, tu peux le voir très bien. Hein. Genre, c'est une origin story de Thanos comme disait Ben. Hein. Genre ça marche bien. Mais tu vois, pour rejoindre ce que disait Joe, en fait, en gros, c'est ce qui s'est passé sur Infinity Gauntlet. C'est que quand tu lis et sans rien connaître le bouquin, tu dis ok, j'ai envie de savoir ce qui se passe avec Silver Surfer, donc tu ressens, tu t'es pas largué parce que tu suis l'action, mais t'as envie d'aller plus loin, et dans ces cas-là, si tu calques ça sur le MCU, si t'as pas vu les films d'avant et que tu vois celui-là, et ben tu dis ok, je comprends pas les relations, pourquoi Peter Parker il chiale dehors, et ben tu mates truc, tu vois, je pense que ça fonctionne. Toi Cutrus, ouais,
Toi que triste. Moi, j'étais dans une excitation assez totale avant d'aller le voir parce que on m'a dit tu vas voir, ça va être génial, ça va être bien. Du coup, j'ai motivé un pote qui va jamais au cinéma pour regarder ces films-là. On va avoir son avis du coup. Mais grands fans de Marvel, et en fait on a kiffé tous les deux de bout en bout, parce que justement parce que c'était centré sur Thanos, parce que moi je trouve que le Black Order, alors j'ai pas lu assez pour m'attacher au personnage, enfin être attaché au personnage avant de voir le film, mais c'est un des trucs qui m'a marqué et qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire d'avoir des vrais méchants badass super forts. Enfin pas assez Zef, apparemment pour Zef, mais moi je les ai trouvés assez forts quoi, c'était pas des goons que tu peux balayer d'un revers de main. Enfin, t'ouvres une brèche dans une coque. C'est ça, mais Captain America qui arrête la lance de Proxima Midnight, si tu veux, c'est cool parce que voilà, c'est l'entrée en matière de Captain America dans le film, mais en fait, juste non quoi, c'est pas juste pas moi, possible. J'avais pas la référence. Donc, du coup, je les ai trouvés assez badass quoi. Et ouais, j'ai vraiment kiffé. Et la fin, j'étais super content. Parce que justement, j'avais pas envie que ça se finisse comme ça facilement avec un twist déjà vu et que les gentils gagnent encore. Et puis j'étais pas au courant qu'il y avait une suite. Donc ça, j'ai réussi à passer à travers ça, je sais pas comment, mais moi non plus. Du coup, super content. J'ai même rigolé à 2-3 blagues de Thor. Donc ça prouve que je suis peut-être guéri en fait. T'es sorti de ton trauma. Sam. Ouais. Sam, t'as ton avis avant d'entrer, à quel point tu attendais ce film et si t'étais satisfait? On l'attendait, je pense, tous. On voulait savoir ce qui allait arriver vraiment de cet univers, quoi, qu'on nous promet depuis un moment. On serait content de tout regarder et de dire non, je vais pas voir. Mais ouais, j'étais très hypé. J'émettais des réserves forcément parce qu'on a été déçus quand même sur pas mal de films. Et je l'ai pas vu tout de suite, je l'ai vu que jeudi là cette semaine. Et je voyais autour de moi la hype monter quoi, les gens qui allaient le voir et j'ai eu de très très peu de retours négatifs, donc j'étais assez chaud et je suis très très content de ce film. Il est très chouette, c'est une belle adaptation du comics, les personnages sont très cool et le Thanos est très réussi, même si j'aurais préféré qu'à la fin il n'ait pas ce petit sourire, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus introspectif sur lui, quelque chose d'un peu plus profond, de le voir pleurer par exemple, ça aurait été... Oui, mais c'est une micro-ref au comics où à la fin il est content, il est at peace comme disent les Anglais, tu vois. Ouais, mais... En fait il est arrivé à ses fins, il sait qu'il a galéré pour ça, mais au final il est apaisé quoi. Et est-ce que ça aurait pas été un peu plus profond que ce personnage réussisse ce qu'il avait mis en œuvre pour améliorer le monde en se disant ouais, c'est dur quand même, enfin qu'il se repentisse un petit peu sur ce qu'il a fait, même s'il considère que c'est... Il le fait à la toute fin quand il voit dans son rêve où il voit Gamora petite, elle lui dit t'as réussi, oui, qu'est-ce que ça t'a coûté? Tout. Et il a même chialé. D'ailleurs je me demandais quand il chiale Thanos, est-ce que c'est des Infinity Gauntlet? Ouais, bon, bref. Give this man an award. Give this man a joke. Mais non, ouais, j'ai trouvé aussi, comme Nivray disait, la disparition des personnages très, très touchante. Même si je retoucherai un petit peu ce qu'Atis a dit, ils disparaissent pas juste, en fait. Ils se voient disparaître, ils sont pas justes. Et même pour les personnes qui restent, en fait, c'est pas genre, on les fait disparaître comme s'ils avaient jamais existé. En fait, c'est lourd de conséquences pour toutes les personnes qui restent. Sauf un, il disparaît tout seul dans la forêt. Le pauvre. Tristesse. C'est Falcon. Et après l'autre il fait t'es où C'est bon, il est parti en vacances. Clint Non, il est pas avec Clint. Ça m'a fait penser à la disparition de Spock dans je sais plus quel Star Trek. T'as Spock qui disparaît et t'as l'autre, le docteur là, qui se retrouve mais où est Spock? C'est vraiment le même truc. Non, ouais, je l'ai trouvé très réussi. Même au niveau de l'image, il est beau. Il est mieux réussi qu'un paquet de films de MCU. Eva? Oui, alors je l'attendais beaucoup aussi. J'ai organisé ma vie depuis plusieurs semaines pour pouvoir aller au cinéma. C'est la vie de famille. Et donc, il s'est passé un truc assez bizarre, c'est que quand je suis ressortie du film, j'étais moyennement emballée. Et à cause de choses finalement pas si importantes, mais à cause des blagues qui étaient mal placées, à cause de certains personnages qui m'ont un peu déçue. Et en fait, je me suis rendu compte en citant tous les trucs que j'avais bien aimés dans le film, qu'ils étaient quand même vachement plus importants que ceux que j'avais pas aimés. Et après avoir écouté plein d'émissions, de trucs sur le film, à chaque fois j'étais là, ah mais oui, ça c'était super bien,
Et en fait, chaque jour, je les mets un peu plus et je me demande en fait où ça va s'arrêter. Parce que là, je suis rendue à un point en fait où je me dis, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, en fait, j'ai juste envie d'aller le revoir. Ah, tu l'as pas encore revu, d'accord. Non, pas encore. Une personne qui n'a certainement pas. Je peux juste rajouter un petit truc sur le fait de savoir si on peut aller le voir tout seul sans avoir vu d'autres films avant. J'ai écouté un podcast là, il y a pas longtemps d'une émission de critique littéraire et cinématographique assez connue, assez réputée pour quand même bâcher absolument tout. Voilà. Et donc ils sont allés voir le dernier Avengers et donc ils connaissent rien du tout forcément et ils ont tous surkiffé. Voilà. Donc, c'est possible. Parce que c'est un spectacle. Et en fait, au-delà de pas avoir compris plein de trucs qui se passaient dans le film, le pitch de base est quand même assez simple pour te dire le mec doit récupérer des gemmes et enfin voilà quoi. Donc tout le monde a été super convaincu par le film. Ma vie d'Instagrammeur. Voilà. Alex. Ouais. Alors moi je suis allée le voir dans le même état d'esprit que Nivray. J'avais vu aucune pub, aucune BO, une BA, rien du tout. Et je voulais vraiment aimer ce film. Surtout que les critiques étaient super positives de partout. Donc en fait, là, tout le monde me prend pour la meuf qui va bâcher le film. Mais je veux préciser qu'en fait, je n'ai pas détesté. Jamais de la vie. Je n'ai pas détesté le film. Hein. Vraiment, je peux pas dire que j'ai détesté le film, que je retournerai jamais le voir, etc. Le truc, c'est que par rapport à toute la hype que je vois autour sur Internet, avec mes petits camarades ici, ou même ailleurs parmi mes potes, je trouve que ce n'est pas mérité. Mais à mon sens, quand j'entends par exemple, je m'explique. Quand j'entends par exemple, c'est épique, c'est le film qu'on attendait. Très honnêtement. Autant je ne me suis pas rendu compte que c'était le film le plus long du MCU, autant je me suis fait chier pendant le film. Et honnêtement, à l'heure actuelle, on doit être 2-3 semaines après la sortie du film, je ne me souviens pas du film. Autant tout à l'heure on a parlé de Age of Ultron, je me rappelle très bien de Sokovia qui descend et qui remonte, enfin qui monte et qui redescend. Ouais. Ça c'est une scène qui est restée dans mon esprit. Vous me parlez maintenant d'Infinity War. Très honnêtement, j'ai pas un truc qui pop à mon esprit. Le combat de tous ceux qui sont dans l'espace contre Thanos sur Titan là, c'était pas ouf. Franchement, je me rappelle même pas de cette scène. Oh là là. Pareil, tout à l'heure, on vous avait dit quand Hulk remplace ce surfeur d'argent, et je vois même pas. Mais ça, c'est juste quand il tombe dans les escaliers chez Doctor Strange au tout début, c'est juste une image, c'est rien du tout, c'est un clin d'œil. Bon bah voilà, mais franchement, honnêtement, ce film, c'est pour ça aussi j'hésitais à faire cette émission, pas que parce que je savais que j'avais pas le même avec vous, mais parce que ce film ne m'a tellement pas marqué que en soi, je ne m'en rappelle pas. Je suis allée, et tu pareil, manques peut-être de magnésium ou un truc. Non, mais non, parce qu'il y a trop de films récemment. Bon, je vais pas citer, mais il y a des films de ouf, genre Three Billboards. Là, je me rappelle de trop de films. C'est même pas un film d'action. Je me rappelle de trop de scènes. Donc, pour moi, il y a un souci dans ce film. Je dis pas qu'il est nul, et clairement, il est loin d'être nul. J'ai attendu 6 ans pour avoir Thanos. J'ai attendu 6 ans pour avoir Thanos. Je m'attendais pas à ça. J'étais contente de retrouver certaines choses. Gamora, j'étais super contente d'avoir enfin un background parce que je l'adore dans les comics, un peu moins dans le MCU. Mais je l'adore dans les comics, donc j'étais super contente d'avoir enfin un background. Proxima Midnight, franchement... ah oui, alors je voulais revenir sur elle, parce qu'autant le personnage, comment il est canon, et je le kiffe dans les comics. Mais alors là, excusez-moi, c'est le même niveau que le DCEU Hades. Wow. C'est le même en CGI, c'est le même niveau. T'es en mode on est beaucoup à être d'accord pour dire qu'il est raté le personnage. Mais grave, on en est au point négatif encore. Non mais attends, non, on en est à mon avis, putain. Mais en fait, le truc c'est que là, tout le monde a sauté sur Hades dans Wonder Woman. On a sauté sur je sais plus qui dans Justice League. Steppenwolf. Et, voilà, exactement, merci. Et en fait, c'est le même. C'est les scénaristes qui ont sauté sur le personnage. Surtout. Bah, excusez-moi, mais au niveau CGI, c'est exact. Putain, tu ris à une blague qui n'a même pas été faite au micro. Personne va comprendre, mais c'était rigolo. C'était de la merde. Mais en tout cas, voilà. Donc, moi, ce que je pense, tu vois, quand les fans de DC disent que les fans de Marvel sont facilement contentés par Marvel et sont beaucoup plus critiques avec DC, je suis vraiment d'accord parce que, excusez-moi, un Proxima Midnight, Monsieur Zev qui kiffe le Proxima personnage, Midnight, c'est pas le méchant principal du film. Est-ce qu'elle était canon dans le MC dans... Non, j'ai dit que c'était pas excellent. Je suis content qu'il soit là, mais j'ai dit que c'était pas. Non, mais en mode CGI. Non, elle est pas terrible du tout. Voilà. Donc, et ça, personne n'en parle. Enfin, j'ai l'impression que. Parce que c'est pas la méchante. Tu m'as pas écouté quand j'ai parlé.
c'est pas Steppenwolf dans Justice League, c'est le gros méchant. C'est censé être le Thanos de Justice League. Mais quoi, oui, mais pas... je veux dire, tout le monde est là en mode c'est beau, nan. Il y a quand même des soucis dans ce film, et c'est ça qui m'agace par rapport à ce film. Outre le fait que je l'ai trouvé bof. Au final, moi, je suis sortie du film, j'étais en mode bof. Et quand j'ai vu la hype qui montait et personne disait rien de négatif sur ce film, bah ouais, j'ai l'impression d'être beaucoup plus maintenant critique avec le truc, parce que j'ai l'impression qu'il faut un pendant, il faut rétablir l'équilibre parce que le film n'est pas ouf. Moi, je me situe entre Alex et l'avis majoritaire, c'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup aimé le film, mais vous me connaissez, je suis relou, donc je suis le premier à reconnaître qu'il y a plein de choses qui pour moi ne vont pas, qui amoindrissent certains effets. J'ai toujours un problème avec la manière dont sont calées les blagues. C'est-à-dire que je suis pas contre les blagues en général, sauf quand elles viennent me flinguer une scène que je trouvais émouvante, effectivement. Quelle que soit la blague, c'est-à-dire que même si la blague est bien, c'est-à-dire que Drax, il est rigolo, il y a pas de souci, il m'a fait rigoler, mais il m'a quand même niqué ma scène, tu vois. En fait, je sais pas si une blague marrante justifie le sacrifice d'une scène comme ça, même si la blague est cool. Tu vois, donc pour moi c'est un problème. Il y a aussi un très très gros problème, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même Tyrion Lannister. Oui. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Le grand nain. Pourquoi lui personne l'engueule d'imiter Thor avec sa voix alors que c'est lui qui le fait le plus? Tu vois? Et pourquoi le moment qui aurait pu être le plus épique du film, à savoir Thor qui reignite la forge, vient une fois de plus être flingué par des blagues de mecs de dialogue de sourds, où t'es là genre les gars, mettez des blagues où vous voulez, y a pas de souci, mais putain, il y a des moments où vraiment vous flinguez des moments qui pourraient être du pure epicness juste pour mettre des blagues. Et une fois de plus, il y a pas de jugement de valeur sur la blague en soi. J'ai rigolé. C'est son placement. C'est juste que j'ai rigolé en me disant putain, c'est drôle, mais ça fait chier parce que là il y a quand même Thor qui est en train de relancer la forge cosmique et tout. Et là genre ouah, là on commençait à atteindre le niveau du comic, c'est-à-dire où c'est un pouvoir qui nous dépasse. On y reviendra certainement sur le passage Thor est craqué. Je m'en fous. C'est bien sûr que Thor est craqué. C'est normal qu'il soit craqué, c'est Thor. C'est comme la scène, c'est comme après la scène du début qui est quand même assez ouf et chargée en émotions. Et après t'as Iron Man qui fait le con avec Pepper Potts. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont. Laissez Joe finir. Mec, il a pété les oreilles de tout le monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aimais vraiment des réserves. Cela dit, le film dans sa globalité, dans son ensemble, a quand même été suffisamment fort pour m'emporter. J'ai trouvé que, au-delà d'être un film du MCU, c'est un putain de blockbuster. Voilà. Ça faisait c'est le genre de spectacle que j'ai envie de voir quand je vais voir un Star Wars, quand je vais voir un film de Spielberg, quand je vais voir, j'ai eu ce type de spectacle là. Alors clairement pas avec la réal d'un Spielberg, si tu veux, mais vraiment de cette ampleur. Et j'ai trouvé que dans son genre, c'est-à-dire film à gros budget, c'est vraiment réussi. Et au-delà de juste être une réussite de blockbuster, il y a dedans des micro-réussites qui font que j'ai vraiment pris mon pied. Et je placerai juste cette rêve parce que je pense que moi qui l'ai eu, et c'est peut-être certainement même pas une rêve consciente, mais Red Skull en Skeletor, oui, j'ai vu, j'ai fait oh ben oui, en fait, j'en ai rien à foutre qu'il ait rien à faire là. Non, c'est pas. Vraiment, je pense que c'est pas. Il a une capuche, on dirait Skeletor. Vous avez mon accord. Voilà. Je pense que c'est pas Skeletor, mais par contre il y a clairement une ref avec Red Skull en cap, c'est ref à la mort qui est dans le comics, c'est qui est le love interest de Thanos. Donc je pense que c'est en ce sens qu'il a. Donc Skeletor peut s'approcher évidemment de ce truc là. Je voulais, il y a des trucs que j'ai pas aimé et pour répondre. Il a pas donné son avis. Ah, c'est dans l'ordre géographique, d'accord. Ah, ça y est, tu viens de comprendre. On a fait un tour de table complet, il a fallu 10 personnes pour qu'ils comprennent. Ah là là, c'est pas simple. L'agressivité de cet homme qui n'appuie que sur des boutons. Non, moi je suis allé voir le film plutôt en mode ouif parce que ça faisait quand même quelques films qui me décevaient et j'étais pas ultra emballé par les teasers et les trailers que j'avais regardés au fur et à mesure. Et en fait,
Donc globalement, je ressors du film très content, ultra satisfait de ce que c'était, notamment parce que comme dit Sam, c'était très beau et pour moi en fait il y a des décors et du matte painting qui genre dépassent tous les films du MCU avant. Enfin il y a des planètes et des vues qui attirent le fan de science-fiction chez moi où je me dis ok d'accord, là il y a des vrais univers, il y a des vrais trucs dans l'espace qui me font dire ok c'est un bon film de science-fiction cosmique machin. Après, effectivement, la CGI, c'est pas toujours au niveau, mais bon, en fait, c'est juste que je comprends pas pourquoi. En fait, c'est quand même il y a 2-3 moments, je me suis dit, je suis pas sûr que le film vieillisse super bien. Je sais pas si dans 10 ans, tu vois, les expressions faciales et tout, il y avait pas besoin. Tu vois, de faire autant de personnages en CGI, ça j'ai pas trop compris. Ça, c'est Marvel aussi. Je pense que ça va dans le pack Marvel en fait. Il y a des choses ils n'arrivent pas à s'émanciper de certains trucs. Et en fait, là où je rejoins Alex, c'est effectivement. Ça manque peut-être, tu vois, d'une scène climax de ouf. Ça manque peut-être, tu vois. Il n'y a pas effectivement genre un passage qui va briller vraiment dans ma tête où je ressors de là. Pour moi, c'était quand même relativement linéaire. Cela dit, c'est linéaire aussi parce que bon, il y a énormément de personnages et blablabla. Et parce que, à mon ressenti, toute la com autour m'a vachement niqué le film, notamment la première partie du film où tu vois il y a des moments où tu dis oui vous allez au Wakanda, emmener Vision au Wakanda, je le sais, c'est pas la peine d'y passer des plombes, enfin tu sais il y avait des moments qui m'ont semblé longs et juste à cause des trailers et tout ça en fait. Parce qu'on t'a révélé des choses du milieu du film. Et c'est pour ça que je déteste le théorie crafting et peut-être qu'en dernière partie d'émission je fermerai mes oreilles parce que ça va juste me rendre le dernier film long. Maintenant, là où je suis pas d'accord avec Alex, c'est que quand on dit c'est pas un bon film, effectivement, genre c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un Godard, tu vois, oui, on peut le comparer à Three Billboards et se dire genre est-ce que c'est de la dramaturgie machin. Seulement, si on considère que c'est un épisode, bah en fait ça passe. Enfin, je crois que je suis enfin serein pour considérer les films du MCU comme des épisodes. Et si je me dis que bah là je viens de regarder l'épisode 9 d'une série de Game of Thrones, c'est ça, hein, c'est les 9 qui sont souvent genre tu sais à la fin c'est le ouf, ouais. À la fin tu ressors et t'es là genre oh, putain. Et en fait le 10e c'est une sorte de résolution, décompression, analyse et ça te lance vers la suite. Et je pense que c'est ce qui va se passer avec le 4. 9 d'après où il va rien se passer donc. Et voilà, c'est ça. T'es méchante sur Game of Thrones. Non mais du coup, tu vois, si on le considère comme un épisode, il y a plein de règles du cinéma qui ne s'appliquent plus. Notamment sur des questions de dynamique, notamment sur des questions de tu vois, tension maximum et tout ça. Et puis je crois qu'il faut abandonner les histoires de est-ce qu'on a le temps d'analyser les émotions tout le temps et tout. Ben non, on n'en a pas le temps et c'est pas grave. Genre à chaque début d'épisode de Game of Thrones, on ne réexplique pas les liens entre les personnages et tout parce que tu arrives là-dedans avec ton background et c'est prévu pour. Et pour moi, ça n'a pas de sens de le critiquer comme un autre film. Par contre, ça ouvre des voies vers qu'est-ce que peut devenir le cinéma et si on considère que genre l'épisodique devient un genre et une forme à part entière, eh ben cool. Ben ? Oui, en fait, tout à l'heure, j'ai donné mon avis très positif parce que c'est globalement ce que je pense. Il y a des trucs que j'aime pas, que j'ai pas aimé dans le film qui m'ont un peu, qui m'ont un peu dérangé. Mais comme le plus ou moins à la deuxième vision. Non, bah pareil. Non, en fait, ça va. Bah, non, enfin les mêmes problèmes, les problèmes qui m'ont posé, enfin les trucs qui m'ont posé problème m'ont toujours posé problème au deuxième visionnage. Et j'ai toujours kiffé tout ce que j'ai kiffé. Et ce que disait Eva, c'est que les points positifs sont tellement, de mon point de vue, supérieur et tout ce que j'ai ressenti, c'est tellement un grand spectacle que les points négatifs je les oublie pas, mais ça m'a pas gâché l'expérience. Dans les points négatifs, il y en a qui ont été dit, notamment les blagues, et je voulais juste rajouter sur ce qu'avait dit Joe, que ce qui est le plus rageant dans les blagues qui niquent une scène, c'est qu'en plus on sait qu'ils savent le faire. Si tu prends l'exemple de la scène chez Doctor Strange avec Iron Man, Hulk et tout, ils ont une discussion à plein où c'est une discussion très linéaire et très fluide dans laquelle il y a des blagues, mais le rythme ne s'arrête jamais. Voilà. Et là, le rythme n'est pas cassé et ça fonctionne. Donc ils savent utiliser des blagues dans le scénario et dans la scène, dans la dynamique de scène. Donc ils savent le faire. Donc c'est encore plus rageant quand c'est fait exprès et qu'une scène de baiser est niquée par Drax. Ce qui m'a vraiment dérangé, il y a deux choses. Il y a premièrement, c'est les personnages féminins, je les trouve complètement sous-traités. On parlait de Proxima Midnight qui est pour aucune raison faite en CGI puisqu'elle a une morphologie tout à fait humaine, même s'ils auraient pu prendre une nageuse ou une bodybuildeuse, ça aurait fonctionné, tu vois, donc ça je comprends pas, mais bon bref. Black Widow, on la voit quasiment pas. Et ce qui m'a vraiment fait chier, c'est que dès qu'il y a Proxima Midnight notamment, elle se bat forcément contre une meuf. Alors je suis pas en mode et voilà, il faut sexisme et tout ça, c'est même pas le sujet, c'est juste ça m'a choqué, je me dis OK, là il y a Proxima Midnight, ils sont en Écosse, il y a un mec une meuf, et ben le mec
mec se bat contre le mec, la meuf se bat contre la meuf. Et en fait, sans même parler d'histoire de sexe ou quoi, c'est chiant de toujours voir. C'est même pas une histoire de gabarit de dire. Parce que ça veut dire que tu considères que la meuf en face est moins forte qu'un autre mec aussi, peut-être. Elle est obligée de se taper contre la meuf. Alors que c'est pas vrai. Bah non, c'est pas vrai du tout. Ça devrait pas choquer qu'elle se batte contre une meuf. Quand Hulk se bat contre une grosse brute, oui, ça marche parce qu'ils ont la même, la même carrure. Mais là, c'est juste, voilà, j'ai pas compris. Et de manière générale, et même au Wakanda, tu vois, quand t'as toutes les meufs qui se battent entre elles, tu vois, il y a un truc qui colle pas. C'est bizarre, ça fait forcer. C'est juste parce que ça va être tellement violent dans le prochain. Bah peut-être, mais bon, en tout cas, moi j'aurais aimé que Black Widow elle se tape avec des mecs. Enfin bon, bref. C'est vrai. Le deuxième truc, et c'est un problème plus global, c'est en fait c'est le personnage de Bruce Banner et de Hulk pendant tout le film. Pendant tout le film, on comprend qu'il est en lutte intérieure et que le Hulk veut pas sortir, etc. Moi, au bout d'un moment, je me dis en fait il a envie de chier. Enfin, tu vois, c'est clairement la métaphore de la constipation dans ce film. Et en fait, c'est compliqué. Ce qui est relou, c'est que ça fait partie du personnage de se battre contre son double maléfique, enfin, etc. De se battre contre le Hulk. Mais le truc, c'est que tu sens clairement qu'ils ont un truc sous le coude pour l'épisode d'après, voire pour un stand-alone qui est pas prévu encore, mais qui est possiblement fait un jour. Et du coup, c'est tout ce truc de dire, ok, on balance tout ce qu'on a, mais on va quand même en garder sous le coude. Et tu vois, c'est le même syndrome que pour les méchants. Tous les méchants d'il y a 10 ans, ils étaient pourris. Enfin, pas tous, mais les méchants, ils étaient bof parce que Thanos arrivait. Et là, j'ai l'impression qu'avec Hulk, ils se disent, ok, on peut pas tout mettre dans cet épisode puisqu'il y a le 4 qui arrive après. Et voilà. Et du coup, et en plus, j'adore Mark Ruffalo et j'adore son personnage et j'ai trouvé qu'il était vraiment sous-exploité. Et le nain, évidemment. Mais à part ça, c'était un grand spectacle. Le nain géant. Le nain géant. Mais juste pour Hulk, effectivement, je déteste ce qu'ils font avec Banner. Je trouve que ça marche pas du tout. Et t'as peut-être raison, et que c'est pour une résolution dans le 4, et c'est une très bonne raison. Mais ils étaient pas obligés de le mettre autant dans le film, du coup. Et ils auraient pu en faire quelque chose. Il est balancé quelque part ou autre part, et puis voilà. Tu veux dire plutôt que de le mettre dans un truc dont ils vont vendre des dizaines de jouets, à savoir Hulkbuster Beast. On va faire, je le veux. Ouais, non, moi le Hulk, j'ai pas eu de problème, justement, je l'ai beaucoup aimé parce que pour une fois, il est humain, puisque le Hulk a eu peur de Thanos, il veut plus sortir, et j'ai trouvé ça pas mal fait. Après, peut-être qu'il y a un peu trop de scènes qui poussent là-dessus. Qui rappellent le truc. Je voulais revenir sur pas mal de choses. Il y a côté émotion, il y a un truc que j'ai pas parlé, c'est qu'en sortant du film, j'avais pas envie de revoir le film, j'avais envie de voir la suite. Pour l'instant, j'ai pas revu le film parce que je le travaille dans ma tête, il se passe beaucoup de choses, et plus ça va, et plus peut-être que je le fantasme et que je transforme en quelque chose de génial. Mais ça me fait quelque chose à l'inverse. Je vais juste reparler rapidement de Ready Player One. Je suis sortie de la salle, j'ai envie de revoir le film. 2 semaines après, je vomissais sur le film sans l'avoir revu. Okay, ouais. Là, par contre, j'ai quelque chose d'hyper positif qui se transforme dans ma tête, donc je pense que j'allais le revoir la semaine prochaine. Va revoir aussi Ready Player One, s'il te plaît. Non, ça va aller. Et il y a surtout des éléments que je revois parce que Zef parlait tout à l'heure du Black Order. Et moi, dans le film, en fait, je suis passée mais complètement à côté. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai même pas considéré que c'était des personnages importants. C'est-à-dire que moi j'avais Thanos et ces petits mignons autour qui allaient se battre, tu vois. Dans ma tête, ça a même pas tilté que c'était le Black Order, que c'était un truc hyper fort. Il fallait en avoir peur, quoi. Voilà. Et quand je suis tombée sur la scène de les 3 meufs versus la fille du Black Order, je me suis dit oui, enfin ils en mettent 3 contre elle. Enfin ça va, faut pas déconner. T'as quand même Wanda dans la team qui il y a 2 minutes avant ils ont enfin compris qu'elle était plus forte que tout le monde. C'est un peu du foutage de gueule, quoi. Et je pense que là-dessus j'ai raté quelque chose. Alors je sais pas si c'est parce que c'était pas bien expliqué dans le film, si j'étais trop dans Thanos, dans mes persos que je connaissais, que du coup eux je les ai zappés, mais en vous en entendant parler là je me suis dit je pense que j'ai zappé quelque chose. Le Proxima Midnight, pour moi on nous l'a pas présenté, je suis même pas sûre qu'on ait son nom. Je crois qu'on dit en Proxima une fois, mais pas Midnight. Ils donnent pas leur nom au Black Order dans le film, hein, je crois pas. Hein. Bonjour, Thanos dit The Mot, mais c'est pas le mot, mais il dit The Mot quand il est mort, il dit I guess you took out. Clairement, ça sera développé dans le 4, c'est quasiment certain. Enfin, vu que ça va être encore centré sur Thanos, je pense que ça sera exploité dedans. Après, effectivement. Non, mais le Black Order, je parle. Ils sont tous morts. Ouais, mais ceux-là en l'occurrence. Le Black Order, c'est que les enfants. Ils sont 5 dans le Black Order, c'est que eux. Ouais, c'est que les enfants, il n'y a personne d'autre. Ouais, et donc du coup là-dessus, et je pense qu'en le revoyant, ça va changer des choses. Après, comme disait Ben aussi, ce truc de filles qui se battent contre des filles, c'est un truc que t'as un petit peu tout long. Après, c'est cool de revoir le personnage de Okoye, qui est pas une super héroïne, mais qui est quand même badass. Enfin, elle se bat à côté d'Iron Man, pas d'Iron Man, de Captain America, et ça se passe bien. T'as Black Widow qui est... elle est un peu sous-exploitée dans le film, j'ai trouvé. Alors on parlera, peut-être que Zef reparlera de son changement de couleur de cheveux. Et il y a Wanda il la masque un peu pendant toute la première partie du film. Elle est là, mais elle est juste au chevet de son bien-aimé. Et j'ai beaucoup aimé la réflexion de Okoye qui est quand Wanda arrive sur le terrain, c'est mais pourquoi vous l'avez laissé là-bas et vous l'avez pas fait combattre? C'est pas un truc au scénariste, ça, plutôt? Non, mais je trouve ça un peu
un peu Parce qu'il y avait une gemme en haut à protéger peut-être. Oui, mais il y a quand même un combat qui est juste énorme en bas et qu'elle aurait juste pu, si elle défonce tout le monde, ils vont pas aller chercher la gemme. Elle est très forte surtout. Je pense que c'est plutôt que le fait que Okoye soit rendu compte qu'en fait elle a des pouvoirs qui c'est une blague, hein, supérieurs à. C'était voilà, oui, mais quand même. Ça sert pas non plus. Oui, mais quand même, parce qu'il y a tellement peu de nanas que tu vois quand tu les vois débarquer, ça fait plaisir. Enfin, en tant que femme, ça fait plaisir de m'identifier à elle et du coup t'es content quand elle va se battre et qu'elle est pas juste en train de niquer une gemme par ses pouvoirs, quoi. Adrien, rapide réflexion sur Vanda. On bitchait pas, mais il y a eu quand même pas mal de critiques sur le fait que le Justice League Movie était bondé de plans sur le boule de Wonder Woman, mais les boobs de Vanda dans. J'ai pas fait gaffe. Ah bon? Mais même l'actrice elle-même a dit bon, j'avoue que ils ont quand même un peu abusé sur le costume. Ah, tu vois, j'ai pas fait gaffe, c'est pareil. J'ai pas trouvé que Black Widow ils en faisaient trop sur son cuir dans ce film-là. J'ai trouvé que justement ils étaient un peu plus respectueux au niveau des nanas sur celui-là. Alors que dans Ultron, Black Widow. Ah bah non, mais c'est ça. Dans Ultron, Black Widow c'était horrible. Enfin, alors que là, j'ai pas trouvé. J'ai l'impression que ça a passé et que c'était juste considéré comme des personnages sans trop les sexualiser, quoi. Adrien? Oui, je voulais juste faire un petit retour en arrière au sujet de Hulk, ouais. Parce que là, il y a un truc qui est quand même assez intéressant à analyser. Quand on regarde justement les trailers, etc., on le voit transformer dans la bataille de Wakanda, ouais. Ce qui est donc un énorme fake de la part de Marvel, montage. Ce qui est quand même assez hallucinant. Enfin, alors, du coup, c'est là où ça contredit ce que je disais tout à l'heure. Le trailer m'a vendu un truc et m'a mené à une surprise, enfin, ou plutôt à une non-surprise. C'est-à-dire le fait de ne jamais voir Hulk se transformer, je pense que c'est plutôt un bon coup, parce que tu t'y attends. Si t'as vu le trailer, tu te dis bah si, je sais, j'ai vu le trailer, donc il va forcément y arriver un moment, il va peut-être péter la Hulkbuster de l'intérieur et ça va être ouf. Le fait que ça n'arrive jamais, ça t'étonne, et pour moi ça renforce ce qu'ils veulent faire du personnage, qui est un personnage traumatisé. Alors oui, c'est chiant, mais c'est ce qu'ils avaient fait un peu avec Iron Man juste avant, où tu le voyais un peu en PLS tout le temps, genre ah non, je fais des cauchemars et tout. Bah là peut-être qu'ils veulent faire pareil avec Hulk. Ça a quand même au moins le bénéfice de sous-tendre la menace, tu vois, et te dire attendez, si Hulk il est vraiment, si Hulk et pas Bruce Banner, enfin, ou les deux, tu vois, du moins sont traumatisés et n'arrivent même plus à. Enfin, Hulk veut pas se battre. Hulk, c'est un gros bébé, on l'a vu dans Thor 3, ça y est, maintenant ils veulent en faire un gros bébé capricieux qui veut pas venir quand il a peur de se prendre une raclée. Il s'est pris la raclée par Thanos, du coup il veut plus revenir. Et je pense qu'en fait, c'est quand même un bon point, parce que on sait que dans Avengers 4, c'est quelque chose qu'on devrait nous servir. Et voilà, je trouve ça intéressant, moi. Le problème n'est pas tant ça que la manière dont c'est appuyé de façon un peu grossière, un peu tu vois, balourde plusieurs fois dans le film. En fait, mon problème c'est pas qu'il n'y a pas Hulk. Au contraire, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça pourrait être un bon point. C'est un bon point en soi, mais que la manière dont c'est mené, une fois de plus, c'est très Marvel, c'est-à-dire bon bah on vous fait bien comprendre par des scènes pas du tout fines en termes de métaphores que bah il sera pas là et que c'est compliqué de le faire venir et tout, et c'est ça qui m'a un peu sorti du truc. Pardon, Cutrus? Moi, c'est pas le fait que Hulk veuille pas se battre et tout ça, qu'il ait peur, ça me dérange absolument pas, mais c'est surtout le traitement de Banner et en général des gens intelligents en fait, qui sont censés être très intelligents dans le MCU, et Tony Stark c'en est aussi un exemple, même si son caractère peut te faire oublier certaines choses. C'est quand même censé être des génies, tu vois. Strange, ça passe pas trop mal, mais encore c'est pas ça. Mais là, Banner, pour moi, c'est pas le Banner des comics. Alors pourquoi pas, ça peut être un autre Banner, mais il passe quand même pour un gros teubé, quoi. Et je pense que et Stark aussi. Et en fait, c'est ça qui me dérange. Je pense que ça, il y a un côté aussi. Alors ça fera partie du theory crafting, mais j'ai un peu cette impression aussi de on en garde sous le coude. Quand tu vois, j'ai oublié son nom, la sœur de T'Challa, Shuri, ouais. Merci. Elle est plus intelligente que tout le monde et c'est clair et net. Et ça, je pense que c'est parce que c'est elle le génie de la phase 4 ou 5, tu vois. Mais ouais, mais ça marche bien, je trouve. Oui, ça marche bien, mais du coup, moi, c'est pour ça que j'ai aussi cette impression de on la garde sous le coude, et que du coup, tous les génies, tous les mecs intelligents, mecs et meufs d'avance sont un peu mis en retrait ou surpassés, parce que c'est le futur, en fait. Mais si tu veux, Okoye, j'ai l'impression que c'est un de mes personnages préférés de toute façon. Je trouve qu'elle fait 10 fois plus mature et intelligente que Banner et Stark, quoi. Et ça pour moi, c'est pas. Shuri, tu veux dire? Shuri. Non, justement, aussi Okoye. Ah, la guerrière. Ouais. Et même Black Panther, tu vois, même T'Challa, en fait. Et peut-être parce que c'est la façon dont ils ont traité le film, et du coup, ils peuvent pas
encore casser les personnages comme ils l'ont fait avec les autres, quoi. Mais je trouve que c'est un vrai problème parce que ça rend débile un Tony Stark ou un Banner qui ne devrait pas l'être. Ils ont quand même une révision. Tu vois, bien sûr. Et en fait, tu les regardes, tu fais, mais non, il a pas que révision, lui. Tu vois, il a été boire des coups Hector au bar, quoi. C'est pas possible. Et ce qu'ils font au bout d'un moment. Et ça, ça, je trouve ça dommage. Même si je peux le comprendre, c'est pour, je sais pas, les humaniser ou les faire ressembler à des gens, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Thanos? Est-ce que vous l'avez apprécié en tant que méchant? Je pense que oui. C'est la meilleure chose du film. Démerdez-vous. Clairement, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce qu'il fallait réussir. Juste en dessous de Red Skull en Skeletor. Là où c'est compliqué, en fait, c'est que on peut pas parler de Thanos dans le MCU sans parler de la promesse qui est faite depuis 10 ans globalement. Non, puisqu'en fait, l'attente de ce perso repose sur tout ce qui s'est construit depuis 10 ans. Donc en fait, tu peux pas... On avance. Ok, j'ai cru qu'elle avait dit si. Bref, et du coup, on nous le promet sans vraiment nous le présenter. Il apparaît, tout ça, on sait pas vraiment qui c'est, on sait juste qu'il est surpuissant. Et là, il arrive dans ce film où il est déjà en train d'être à la recherche, il est déjà à la recherche des Infinity Stones et tu connais pas vraiment tout de suite ses motivations. Tu l'apprends au fil du film, dans son discours et tout. Ce que j'aurais bien aimé, le seul truc qui me manque pour moi, c'est son rapport à la mort directement. Parce qu'en fait, il est présenté comme un mec qui veut apporter une solution à l'univers, mais qui a des solutions extrêmes, qui est fou en fait, c'est le mode titan. Mais il est pas normalement, c'est bizarre de dire, mais j'aurais aimé qu'il y ait ce côté qu'il y a beaucoup dans les comics, il est fasciné par la mort, qui est personnifié par un personnage, dont il est amoureux carrément, et il n'y a pas tout ce côté morbide, ce côté fascination dont je veux embrasser la mort, dans tous les sens du terme, et j'aurais aimé qu'il y ait ça. Mais à part ça, on voit que le perso est creusé, que c'est pas juste le mal pur, il fait ça pour une raison, il a pas juste envie de tuer des gens. Il croit à son propre projet et donc il est fou, mais je trouve que on voit différentes couches de personnalité, on voit qu'il peut être triste, on voit qu'il peut être énervé, on voit qu'il peut être heureux. C'est pas juste un mec qui avance et qui tue tout sur son passage, c'est pas un psychopathe, même si ses actions font penser. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste quelqu'un qui veut tuer par plaisir en fait. Il le fait parce qu'il a un projet fou. Adrien? Ouais, alors là-dessus, en fait, moi j'ai quand même un tout petit doute parce que la fascination pour la mort et son projet de buter la moitié de la... En fait, alors si j'ai bien compris, en fait, normalement, il veut buter la moitié de la galaxie pour pécho une meuf. En gros, il veut l'impressionner. C'est ce que Joe a dit parce que c'est romancé comme ça, mais en fait, le projet technique, c'est de dire le monde est surpeuplé, les planètes sont surpeuplées, il y a beaucoup plus de gens. Dans le comics. Oui, mais dans les deux, c'est le cas. Les terres sont surpeuplées, il y a beaucoup moins de ressources que de gens. Dans le comics, bien sûr que si, c'est le but du truc. Oui, mais dans le comics, c'est un peu on sous-entend que c'est la mort qui lui met ça dans le crâne. Mais c'est pas ça. C'est la mort qui le recrute pour ça, mais après, elle-même, elle se rend compte qu'elle a fait une connerie et que lui, non, mais vraiment, son but, c'est de dire les ressources vont s'épuiser, il faut qu'il ait la moitié de l'univers pour que mais il le fait en fait. Il n'y a pas que ça. Dans la BD, la mort dit aussi que c'est parce qu'il y a trop de vivants et ça la saoule en fait. C'est ça, oui, mais il y a plus de vivants que de morts et voilà quoi. Et il y a ce projet-là, technique on va dire, ou démographique, et il y a le projet de il est amoureux d'elle et il veut qu'elle l'aime en retour, donc il lui obéit quoi, c'est la seule personne à qui il obéit. Il essaie de l'impressionner. Adrien, pardon. Non mais du coup je trouve que ça marche moins bien si on enlève ça. Parce que s'il était malin, il claquerait des doigts et il doublerait les ressources. C'est exactement ce que j'ai dit en sortant du film. Parce que tu donnes pas des ressources à la mort, tu lui donnes des morts. Non mais dans le film il n'y a pas la mort. Oui mais d'accord. Dans l'espace. Mais non mais oui c'est complètement ça. Alex? Pour moi le personnage de Thanos il est vraiment très réussi par rapport à sa psychologie, comment il est, comment il interagit avec les autres personnages, notamment Gamora, on va pas se le cacher, et comment il interagit par rapport à son comment il est plutôt il a un cap et il le tient par rapport à son projet. Donc ça c'est quelque chose qui m'a intéressé. Par contre pour moi, j'ai pas vu le côté Mad Titan des comics. Après, faut arrêter de. Enfin, je suis la première à dire qu'il faut arrêter de comparer le MCU avec les comics parce qu'on sait depuis longtemps que ce n'est plus trop ça. Mais on fait plus d'émissions à ce moment-là. Mais. Ça n'empêche pas que c'est intéressant de voir comment les scénaristes ont bossé pour faire l'adaptation, si tu veux. Je comprends ce que tu veux dire par faut arrêter de comparer, mais cela dit, étudier les différences et les similitudes et voir comment ils se sont dépatouillés du matériau de base pour arriver à leur film, c'est pas inintéressant. Je suis complètement d'accord. Ouais. Non, c'est pas du tout ce que je disais là, pour le coup, mais ok, très bien. Non, mais il a l'air plutôt ça. En fait, il a l'air plus d'un écolo extrémiste, plus que d'un terroriste complet. Il est pas vert. Hein. Pour l'écologie. Ah d'accord. On est tombé d'accord sur le fait qu'il était lilas.
Bref, donc voilà. Par contre, le personnage de Thanos a un seul moyen de pression à chaque fois, c'est il enlève quelqu'un et surtout ses ennemis ont un seul truc, c'est on prend quelqu'un qui t'est cher. Non, attends. Alors, schéma classique du film, je veux la pierre, non, je te la donnerai pas. Je menace quelqu'un que tu aimes, ok, je te la donne. Voilà, schéma de tout le film. Pas quand il récupère Ou alors je te la pierre, range dans la Soul Stone. On était sûr que quelqu'un allait me sortir. Bah oui, ok, bah c'est c'est la seule. Ok, mais c'est la seule. Et apparemment, Vision, c'est le seul qui vaut tous les autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Nivrae. Oui, moi Thanos, je trouve génial comme personnage. Je parle du film, je m'en fous du comics. Dans le film, il est attachant. Et c'est un méchant que tu détestes pas. Parce que je trouve... Alors, attention, hein, je mesure mes mots, mais il a une bonne raison pour lui de tuer ces gens. Ok. Donc en fait, pour lui, il fait pas quelque chose de méchant. En fait, c'est simplement qu'il va sauver 50% de la population. Pour lui, il tue pas 50%, il en sauve côté 50%. sociopathe. Et c'est certes un sociopathe, mais pour lui, il fait une bonne chose. En fait, c'est quelqu'un d'hyper positif. Il n'y a pas de problème. On devrait le remercier. Non, mais c'est vrai que c'est ça. Non, mais sans rire, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage parce que, effectivement, c'est un sociopathe. C'est pas normal d'être comme ça. Mais pour lui, ça part d'une bonne action. Il est gentil. Ouais. Et j'ai trouvé hyper attachant parce que, effectivement, il peut aimer sa fille, il peut aimer ses filles, il peut aimer les gens parce qu'il n'a pas un problème qu'il aime pas les gens. C'est juste que, justement, il les aime tellement qu'il a besoin de les sauver. Et du coup, sa seule solution, c'est d'en sauver que la moitié. Mais tu vois qu'il a un genre de morale, si on peut dire ça comme ça. Quand tu vois, Alex, elle parlait il fait des chantages et des prises d'otages et tout. Mais c'est le grand nain, j'ai oublié son nom, qui est joué par Tyrion là. Il le laisse en vie. Il lui dit, bah en fait, j'ai niqué tout le monde, mais je te laisse en vie. Bon, c'est horrible, mais il lui dit ça. À chaque fois, tu vois, Doctor Strange, il lui propose le deal, il lui fait, ok, pas de coup fourré, non, pas de coup fourré, ok. Donc ça paraît un peu vénère, mais non, mais disons, il a son code à lui, il a sa morale à lui. On en pense qu'on veut, mais c'est pas juste le mal pur. C'est ça. Il a des valeurs en plus. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est un personnage que tu vois, j'ai trouvé beaucoup d'émotions vers lui. J'ai trouvé très attachant, alors que je pensais pas. Pour moi, Thanos, c'était un mec fou, complètement taré, où tu peux pas te dire à un moment, c'est censé. Enfin, non, c'est pas censé parce que c'est un sociopathe, mais tu dis que. En fait, ça va quoi. Il y a sa story, il y a tout son truc, et tu dis oui. Je comprends son cheminement, je comprends comment il en est arrivé là. En plus, il y a de l'émotion. Toute la scène avec Gamora, elle est plutôt forte. Il se passe des choses assez dingues parce que il est là et tu te rends compte qu'en plus il aime quelqu'un. Il va falloir qu'il se sépare de sa fille pour mener à bien sa quête. C'est-à-dire que sa quête de sauver la moitié de l'humanité est plus fort que l'amour qu'il a pour sa fille. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé le personnage très fort et pas juste parce que c'est un excellent méchant. C'est juste que c'est un excellent personnage. On va avancer un petit peu. On va passer au futur. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? On va théoriser rapidement. Alors, Adrien, bouge-toi les oreilles. C'est dommage parce que t'es en train de contrôler le son, donc je sais pas comment le faire. Non, mais en fait, on va parler rapidement des grands absents. Quand j'ai dit ça au début dans le sommaire, oui, Zef, il était pas tout à fait il était pas tout à fait d'accord. C'est ta faute, mec. Oui, c'est ta faute, c'est pour ça qu'on fait cette émission à cause de... Non, il était pas d'accord, il disait aux F. Des Avengers qu'on a vus au cinéma mais qui n'apparaissent pas dans cet épisode maintenant. Hawkeye, Ant-Man et entre autres en tout cas, et des personnages secondaires. Nick Fury aussi d'une certaine manière. Nick Fury à la fin. Oui, mais on parle de cette bonus, donc si on parle du film. Alors, selon vous, que s'est-il passé? Pourquoi ils sont pas là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées? Moi, je pense qu'il y avait déjà. Sinon, on passe à la fin de l'émission. À mon avis, l'explication la plus rationnelle, c'est qu'il y a déjà 50 000 personnages dans ce film et que. Il y avait Pepper Potts. Moi j'ai trouvé que oui, il y avait Pepper Potts, mais il y a Pepper Potts 2 secondes au début pour faire partir on n'est pas trop près, Tony, quoi, tu vois, on est pas... Ouais, mais je sais pas. On parlait tout à l'heure du fait que dans Age of Ultron, il y avait quand même énormément de forcing pour caler tout le monde, et là, t'as l'impression qu'ils se sont plus dit genre on en a déjà beaucoup calé. Tu trouves pas que c'est une absence qui se voit trop justement? Non. En fait, il y a la raison qu'il y a dans le scénario où il dit juste en fait ils étaient parce qu'en fait on les a laissés dans la prison, je sais plus comment elle s'appelle cette prison, le truc dans l'océan là, voilà. La raison c'est en fait ils ont eu un deal, ils sont assignés à résidence avec le petit bracelet sur la cheville, et je pense aussi, si je me trompe pas, que c'est deux des héros les plus street level, les plus terre à terre, même s'ils c'est des Avengers. Il y a eu Civil War, etc. Donc ils ont la patate pour ça. Mais il y a Black Widow aussi. Oui, mais Black Widow c'est un espion. Enfin bon, bref, si vous voulez, mais tout ça pour dire que je pense qu'effectivement pour une bataille cosmique, ils étaient peut-être pas indispensables. Et si c'est ne pas en avoir mis deux pour que les 48 autres soient un peu plus à l'écran, pourquoi pas. D'autres théories sur leur absence? Moi, je pense qu'ils sont en train de les sauver en fait.
dans une autre. Ouais. Mais il y a aussi le film Ant-Man qui arrive. Oui, donc, il y a une théorie comme quoi ils sont dans le Quantum Realm pendant ce temps-là et comme dans le Quantum Realm, le temps passe beaucoup plus lentement. En fait, ils vont sortir de là, la guerre sera déjà finie. Mais du coup, est-ce que le claquement de doigts il est ressenti au niveau. Si, okay. Enfin, il y a une théorie comme quoi il est avec Ant-Man, ils sont ensemble là-dedans. Mais bon, après, on verra le film dans Ant-Man 2. Mais Dieu dynamique. Joe, pardon. Ouais, alors sur l'absence des personnages ? Ouais. J'en ai rien à foutre. Je sais pas, il me semblait qu'il voulait intervenir, je m'excuse. Livré. Non mais en fait de toute façon le film Ant-Man and the Wasp arrive après, même s'il se passe avant techniquement, et je pense surtout que ils voulaient faire ce film là, et clairement s'ils avaient mis Ant-Man dans Avengers, on n'aurait peut-être pas été voir le film Ant-Man, parce que comme le premier c'était pas fou, tu vois. Donc au moins maintenant on se dit il va peut-être forcément se passer quelque chose qui est en lien, il faut absolument que je vois le film, parce que les gens là, les prochains films, ils vont vouloir les voir. Si t'as vu Avengers Infinity War, là t'as besoin d'informations, tu peux pas t'arrêter là comme ça, donc tu vas aller voir Ant-Man and the Wasp, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été voir Ant-Man vu que le personnage était un peu inconnu auprès du public et que personne les gardiens aussi parlons donc de la fin, parce que je lâche pas des absents qui n'étaient pas physiquement là quand les Avengers se battaient, mais parlons de la fin où la moitié, une partie du cast disparaît après ce que Thanos fait musicalement. Musicalement. Mais oui, il donne le rythme quoi. D'accord. Calmez-vous. Quelles sont vos théories sur leur sort, sachant que faut pas être trop bête pour savoir que la moitié des personnages ont des films qui sont déjà signés pour l'année prochaine, mais comment pensez-vous que ça va se résoudre ? Moi je pense que tout le monde revient et que tous les anciens, c'est-à-dire que ceux qui sont encore en vie, tout le monde dégage. Vu qu'ils ont tous fini leur contrat plus ou moins. Tu fais du métal là du coup. Mais non, mais pour moi. Ah t'as dit que tu te bouchais les oreilles. Mais c'est pas la théorie qu'ils ont des contrats qui sont finis. Je suis désolé. Mais le théorie crafting, il y a du méta dedans, c'est normal. Bah non, c'est pas nul. T'aimes pas. Je sais plus qui c'est qui disait ça entre nous, le truc de Grégo, mais typiquement Iron Man, il va se marier, faire un enfant, c'est pas possible, donc il va crever. Je pense que tous les personnages anciens, tous ceux qui sont restés, parce que finalement t'as la Trinité, Captain, Thor et Iron Man sont restés là. Donc je pense qu'ils vont aider beaucoup à résoudre ce grand truc, mais qu'après c'est fini pour eux. Ou alors c'est eux qui sont morts. Peut-être qu'ils sont dans un métaverse inversé et que c'est les seuls comme dans Lost. Peut-être que ce qu'on voit c'est les 50% morts. C'est ça, en fait, on voit les morts et pas les restants. Il y a un truc qui m'intrigue dans. Il y a un truc qui m'intrigue dans le film, c'est qu'à la toute fin, quand Thanos a claqué des doigts, son bras est complètement brûlé et le gant il fonctionne toujours, on a l'impression, mais il est pas en bon état. Et ça, c'est une donnée que moi j'ai pas. Alors, par rapport aux comics, pour essayer de faire du theory crafting, je sais pas qu'est-ce que ça représente dans le MCU. Non plus d'avoir vu le gant ce contrat. Mais il est complètement pété le gant. Ouais, moi j'ai dans les comics, tu veux dire. Oui, dans le comics, j'ai pas vu un truc comme ça. Il me semble après, les pierres à se barrent peut-être, mais pas le gant quoi. Après, bah ouais, mais bon, il utilise le gant. Un peu comme les Dragon Ball quoi. C'est pas un truc à utilisation unique, tu vois. Tous les fusibles. Ouais, mais bon, enfin, je sais pas, enfin bref. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ça veut forcément dire quelque chose. S'il le montre visuellement, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a une utilité dans la suite, je pense. Ce que je crois, c'est difficile de faire du theory crafting sur Captain Marvel puisque ça va pas tout de suite, mais je pense que c'est là que vont changer les choses. Je pense pas qu'Ant-Man and the Wasp fasse grand chose dans le. Je sais pas, on ne sait pas. Même si des gens disent que Ant-Man pourrait aller dans l'oreille de Thanos et regrossir depuis l'intérieur. C'était pas l'oreille, je crois. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Dans l'urètre. C'était pas l'oreille, dégueulasse. Dans l'urètre. Bref, et donc voilà, je pense que Captain Marvel va changer la donne. Je fais du theory crafting méta par rapport à des trucs de tournage, mais je le dirai pas ici parce que ça peut spoiler les gens qui ne veulent pas savoir. Mais voilà, je pense que quoi qu'il arrive, effectivement, les morts ne sont pas vraiment morts, ou en tout cas vont raise, et que je l'espère, le futur du MCU, c'est-à-dire à la phase 4, il y aura pas les mêmes têtes et que les vieux de la vieille ne seront plus là. De toute façon, Doctor Strange il sait. Ouais, oui, c'est ce que j'allais dire. Lui, il sait déjà. Doctor Strange a vu toutes les possibilités et à la fin, il dit clairement c'était la seule solution. Sous-entendu, on va revenir et puis on a vu en fait la façon qu'il fallait faire et cette mort était indispensable à la réussite d'un plan. Il a filé la gemme. C'est peut-être la seule solution où il a vu que lui ne crevait pas. C'est ça. Il a filé la gemme pour sauver. Non mais il a filé la gemme pour sauver Iron Man en fait. Parce que je l'aurais jamais sauvé. Donc Iron Man est la solution. Voilà. Je rappelle qu'au tout début du film, Strange il allait chercher un sandwich à la base, donc le mec. Moi j'aimerais trop que au début de la suite, Thanos arrive, il claque des doigts et il y a la moitié des films du MCU qui n'ont jamais existé.
Non, je crois que dire qu'il refasse. Le meilleur truc. Je crois que t'allais dire qu'il reclaque tous les jouets que 25% de la population et ainsi de suite. J'en ai pas beaucoup des jouets de films du MCU. Non, il y a une chose, et là je vais pas faire du theory crafting en comparant les contrats et des trucs méta, mais je vais juste me baser sur le matériau de base, à savoir les comics. Et il y a quand même, donc comme je le disais, des choses dans Infinity Gauntlet et dans Infinity War qui sont vraiment suggérées et dont les scénaristes pourraient prendre cas, sur lesquels ils pourraient s'appuyer. Le premier, c'est l'importance ou le rôle clé que va jouer le personnage de Gamora, de Nebula, pardon, Nebula dans le comics, qui clairement à l'issue 5 ou 6 de Infinity Gauntlet prend possession du gant et elle en fait ce qu'elle en fait dans le comics. Je veux pas spoiler pour les gens qui l'ont pas lu, mais ça devient un élément véritablement important et clé du récit. Et il y a aussi dans Infinity War, donc la suite, quelque chose qui développe, enfin qui viendrait suivre la logique du raisonnement d'Hélène, à savoir que Thanos devient plus ou moins un personnage non pas forcément appréciable, mais en tout cas qui défend les intérêts de l'humanité. Voilà, qui va en gros se faire. Non, il va pas prendre conscience. En fait, je vais lâcher un gros pavé dans la mare. Mais dans Infinity War, Thanos, qui est dans sa planète reculée, en train de regarder le blé pousser, comme on le voit à la fin du film, c'est parce qu'il est devenu secrètement le gardien de la Reality Stone et que il est l'un des garants de l'équilibre des réalités. Et lorsque The Magus, qui est le méchant principal, à savoir la personnalité evil de Adam Warlock dans Infinity War, va menacer de prendre possession de l'Infinity Gauntlet et foutre la merde, Thanos va devenir l'un des acteurs principaux pour le contrecarrer et pour s'allier avec les Avengers et pour alors c'est pas forcément vers ça que laisse que la fin de Infinity War, le film, penche, mais il y a quand même suffisamment de contradictions et de paradoxes installés dans le traitement du personnage de Thanos qui nous amènent à penser qu'il est possible, en tout cas, qu'il ait dans la suite une sorte soit un cas de conscience, soit des événements plus gros que lui qui font qu'il va être obligé d'une certaine manière revoir son jugement. Et donc il y a une possibilité, même si elle est infime, que ce soit pas Thanos le méchant de la suite, en fait. Sam ? Ouais, j'ajouterais juste à ce que tu étais en train de dire que dans Infinity Gauntlet, ils ont énoncé plusieurs fois que le Thanos est généralement la propre clé de sa défaite. Oui, tout à fait. Il donne les outils. Que c'est comme s'il souhaitait, comme s'il savait que ses désirs de grandeur, il les assume complètement, mais il sait qu'ils sont irréalisables parce que il est le seul à avoir cette réalité-là et que tout le reste du monde est aveugle et que du coup, inconsciemment, effectivement, c'est lui qui fait foirer ses plans tout seul. En fait, j'aime beaucoup cette mécanique de personnage parce que ça le rend riche, ça le rend attachant, ça le rend intéressant. Mais au niveau du MCU, j'ai du mal à voir comment ils peuvent en faire un spectacle. Tu vois, sur le fait que quelqu'un d'autre, parce qu'on peut théoriser sur qui aura le gant si le gant change de main, j'ai du mal à voir comment ils peuvent faire un grand spectacle avec un climax, parce qu'au final Avengers 4 ça sera vraiment la fin de plein de choses, j'imagine, en tout cas dans l'MCU je veux dire, et j'ai du mal à voir comment ils vont faire un grand spectacle et un dénouement et un climax sans garder Thanos en méchant, même si j'aimerais beaucoup qu'il se passe ce que tu viens de dire, tu vois ce que je veux dire, parce qu'ils peuvent le garder en personnage principal. Ouais, mais du coup le grand méchant ce serait, si on prend Nebula ou peut-être Gamora, si elle est même dans Zema, en méchant, ça sera moins épique en termes de MCU, juste, pas en termes de construction. Je sais pas. En fait, je suis très intrigué de voir comment ils pourraient faire ça. En tout cas, ce serait vraiment pas inintéressant, je trouve, sans forcément en faire pas le méchant, mais en tout cas de creuser encore plus les contradictions du personnage, tout en le gardant en méchant principal. Ça peut le rendre encore plus intéressant, encore plus complexe, et ce serait vraiment bien. Vrai, pour conclure. Ouais, juste dans les dernières théories, parce qu'il y en a énormément du coup qui traînent sur internet, et il y en avait une qui parle du fait que Gamora en fait n'est pas morte, qu'il a échoué. Et que du coup c'est la pierre, la gemme de la gemme d'âme. De l'âme, ouais. La gemme de l'âme. Et du coup il a raté cette épreuve là. Effectivement en fait quand elle tombe, quand elle meurt, il se retrouve téléporté à un endroit où il a la gemme dans la main. Oui. Et certaines personnes disent qu'à partir de ce moment là il est dans une autre
réalité. Enfin, donc nous, on n'a pas vu la. Il est plus là. Donc ce qu'on aurait vu n'est pas la bonne chose. Et en fait, on aurait à vu la fin, version de Thanos en fait. À la fin, quand il a claqué des doigts et qu'il disparaît, il revient à un endroit qui est exactement le même que le moment où Gamora est mort et où il a récupéré la gemme. Donc il y a des théories qui traînent là-dessus. C'est la fin de son rêve en fait. Il reviendra à la fin de son. Il y a des théories qui traînent là-dessus et qui diraient que en fait tout ça ne s'est pas passé, qu'il l'a juste imaginé. C'est moche quand même. Hein. Moi je trouverais ça très laid. Ça m'énerverait beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de conséquences. Là, si en plus il n'y avait même pas de conséquences depuis le début. Moi j'aimerais bien qu'il y ait quand même des conséquences de ce qu'on a vu là, qu'il y ait des morts pour de vrai, que Gamora reste morte, même si ça fait mal au cœur, que Loki soit vraiment mort. Bah oui, mais en fait il y a des personnages qui forcément ont dû mourir, qui vont mourir pour de vrai. Il est assez mort comme ça. Il a donné. Ouais, je trouve que cette fin, elle serait dommage et très 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 moche, sachant que en effet, les 20 dernières minutes de ce film sont le meilleur de ce film. Ça, c'est vraiment le truc qui estomaque et qui rend ce film intéressant, je trouve. Donc une fin comme ça serait retourner en arrière et surtout voilà, ça serait ne pas aller au bout de ses idées. Ah oui, mais de toute façon, ça va être reverse. Enfin, tu vois, on est d'accord que c'est les meilleurs, mais ça va être reverse. Ça va être reverse d'une manière ou d'une autre, un saut dans le temps, ce que tu veux, ok. Mais c'est différent que tout ça n'était qu'un rêve. En fait, tout ce que vous avez vu, c'était pas vrai. Enfin, je trouve que ça n'a pas le même impact en termes de narration. Ça va être, de toute façon, ça va être délicat dans le sens où il y a quand même des choses qu'on accepte facilement en lisant un comics, qui va être une fois de plus difficile de faire passer à l'écran. Et ce reverse, même si on le sait, il va arriver. Ne serait-ce que cette explication de base là, c'est-à-dire le reverse simple et basique auquel on pense tous, même ça va être de toute façon difficile de faire avaler la pilule à tout le monde et que l'adaptation, en tout cas en termes d'adaptation, ça a été, puisque je suppose que c'est déjà fait, un casse-tête quoi. Il y a un truc qui peut alimenter le theory crafting aussi qui m'intrigue. J'ai pas de réponse, j'ai pas spécialement cherché de réponse. C'est que le plan de Thanos, c'est de faire disparaître la moitié de l'univers random, en mode aléatoire, et à la fin, dans les survivants, il y a quand même les Avengers de 2012 qui sont tous vivants. Et donc c'est un peu bizarre. Ça se trouve ça a une raison, mais random c'est random normalement. Donc tu vois, voilà, je sais pas. Non mais c'est beaucoup de gens l'ont vu effectivement que il y a, enfin dans le plan final c'est que il y a Okoye, mais que les originaux entre guillemets. Bon, j'espère que vous l'avez vu entre temps parce que l'émission fait à peu près le temps du film, pardon. On va dire merci rapidement à tout le monde comme ça. Merci à tout le monde. De rien. Merci. Rapidement. Et on se donne rendez-vous. Alors je sais même pas quand est-ce que sera diffusé cet épisode. Quand est-ce qu'on est le 28 mai pour la 99e émission. Émission. On a Sam et Ketrus qui ont fait un petit séjour là, un petit voyage. On est bien fatigué de notre journée d'hier. Un day trip cool. Je vous en dis pas plus. Si, dans le nord de la France à peu près. Ouais. Environ. Ouais, à peu près. Road Toussaint. Il y a du Welsh là-bas. on a vu le Welsh. En attendant, vous, auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur Internet. Non, c'est pas ce que je veux dire. Sur un ou deux Internet. Oh là là. On peut arrêter l'émission là-dessus. Et surtout sur Twitter. Facebook où vous pouvez vous inscrire à l'event de la 100 le 7 juin à la Lucha Libre à Paris. Oui, inscrivez-vous. Bouya Comics Club sur Facebook, Twitter @comicsoutcast et Instagram pour voir nos jolies photos de notre repas du jour. Non, je dis ça, mais c'est vrai que ça a l'air du bordel le foutoir. Heureusement que c'est pas moi qui range. Et à bientôt pour le 90e épisode. Non mais attends, ciao, on n'a pas parlé de il a le tétanos. Wanda au Wakanda. On en parle. Ouais, bah attendez, mais les gars, mais bien meilleur méchant. Qu'est-ce qui se passe? J'avais une jambe avant ou pas? J'ai plus de jambes. Ah bah j'ai plus de bras non plus. Et Joe, qu'est-ce qui t'arrive? Joe, je sais pas, je me sens bif bof là.